Les mecs de droite qui habitent dans le garage de leur mère et qui font pas de fric et qui roulent en Clio, ils donnent pas envie aux gens. Si tu veux gagner la bataille culturelle, il faut que tu deviennes la personne qui inspire les générations de demain. T'as une incitation du système lui-même à target Nicolas dans le métro pour le contrôler, parce que tu sais qu'il est solvable. L'immigration, quoi qu'il arrive, si on garde ce système des retraites, on est obligé de passer par là, parce que de toute façon, les Français ne font pas d'enfants. Je me demande sérieusement quand est-ce qu'ils vont trouver une excuse pour dire tu n'as plus le droit de voyager à l'extérieur de l'UE ou de la France, sauf motif impérieux. C'est quand même super pratique le narratif climato-alarmiste, ça te met dans une bonne logique d'esclave. Pourquoi je vais construire des trucs et tout, on va tous brûler, je vais être un bon consommateur. Il faut se sauver soi-même, il faut faire du fric et faire des enfants. Et ton idéologie politique sera tes actions. Si t'es d'extrême droite et que tu passes ta journée à te masturber sur homme, tu es tes actions concrètement. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Salut les gars. Salut. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on devait faire quelque chose ensemble. C'est vrai. C'est quoi cette voix-là? C'est une ambiance porno là. Est-ce que je peux mettre de la Morgen sur tes pieds? C'est bien parce que vu qu'il y a une saine compétition entre la chaîne du Bunker et la chaîne de How2Bitcoin, l'objectif science ce soir, c'est qu'on essaye de démonétiser leur chaîne. Comme ça, peut-être qu'on va les fast-track et on va leur passer devant en termes d'abonnés. Je suis pas tout à fait d'accord. J'avais une autre vision. Moi, je voulais qu'on crée l'illusion du Shoah. C'est-à-dire que... Du Showa? Opposition contrôlée. On maîtrise complètement l'univers médiatique. Ils sont chez vous, ils pensent que vous êtes trop socialiste, ils finissent sur le bunker ou l'inverse. Et on donne l'illusion du choix et on contrôle la En fait, ça appartient à la même. Par contre, faut qu'ils arrêtent de nous voler nos guests. Là, il faut qu'on en parle, les mecs. Il y a un vrai funnel en plus. Il y a un vrai funnel Il y a un Bunker vrai funnel, How2Bitcoin, mais il y a aussi How2Bitcoin. Mais le Bunker problème, parfois. c'est que pour l'instant, vous êtes des randoms, donc expliquez qui vous êtes. Mais j'aime pas trop la dynamique. En fait, là, je pense qu'il faudrait qu'on change de place. C'est-à-dire Je pense qu'il faut qu'on intervertisse. Ah, Ouais, j'aime ok, bien. Ouais. on peut échanger. Moi, je fais confiance. Mais on casse pas cette intro. Moi, je fais confiance à Arnold. Hein. Attends, juste deux. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Moi, Ok, on repart. On la garde l'intro. Ouais, on la garde. Mais ça aussi, ça sera dans la vidéo. Ça tournait là. On était en mode. Ouais. Ok. Très bien. Je me sens beaucoup. Comment on explique ça là? Ouais. Ah, mais on Le explique but, ça c'est- du tout. Ah ok, d'accord. Mais... Le but, c'est de réussir à dominer. Shoot pas. C'est de réussir à dominer le paysage médiatique et créer l'illusion du choix. Parce que de toute façon, le bunker, c'est Cody dans ma famille d'abord, tu vois. C'est le cousin attardé qui joue du banjo dans le jardin de How2Bitcoin, quoi. D'accord. Vous pouvez quand même expliquer à notre audience, c'est quoi vraiment le bunker? C'est quoi la propale? La propale, c'est de parler de Bitcoin, de souveraineté individuelle et d'expatriation. Il y a pas mal de gens qui sont dans Bitcoin qui se font couper des doigts en ce moment, qui financent des associations woke de mecs avec des cheveux bleus, qui financent des bombes en Ukraine et qui en ont marre d'être les dindons de la farce et qui veulent vivre de manière souveraine et thrive, comme on dit en anglais. Et nous, on leur propose de parler d'expatriation, de parler de comment faire du cash flow, parce que c'est important quand on parle de Bitcoin de se dire on est souverain sur notre réserve de valeur. Mais c'est autant important d'être souverain sur son cash flow. Comme le disait Science tout à l'heure, le mec qui habite à Dubaï et qui a zéro patrimoine, qui a zéro épargne de côté et qui a un cash flow de 15 000 balles sans impôt par mois, il est sûrement plus souverain que le mec qui paye des impôts et qui fait son DCA en Bitcoin tous les mois, tu vois. Ouais, vive Oussama. Il y a un autre point sur le bunker, c'est que en réalité, il n'y a pas vraiment de calcul. On passe un bon moment le dimanche. On ne fait pas de production audiovisuelle, c'est des discussions qu'on est très content d'avoir. Et on s'est aperçu avec le temps qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment bien et qui participent. Donc voilà, ça reste un truc convivial et familial. Je te confirme, ça se voit qu'il n'y a pas d'effort, Camille. Vous nous voyez dans le viseur en termes d'abos. Et avez dépassé, d'ici la fin de l'année, on sera très proche de vous, les gars. Et on parle souvent du flippening entre Ethereum et Bitcoin. Nous, entre nous, on parle du flippening entre le bunker et How2Bitcoin. Et on l'a placé à peu près, tu sais, on a fait des charts déjà. On l'a placé déjà en mi-2026. Ouais, il va y avoir le flippening, donc le bunker va avoir plus d'abonnés que How2Bitcoin. C'est pratiquement acté parce qu'il y a tout le monde qui l'attend. On nous dit tout le temps, putain, bientôt vous allez les dépasser, on attend que ça, quoi. Non, mais vous avez raison. Après, un beau projet de vie. Le seul problème, c'est est-ce que vous nous dépassez parce qu'on stagne ou est-ce que vous nous dépassez parce que vous allez plus vite? On va plus vite. Parce que How2Bitcoin est sur une lancée incroyable et ce sera l'une des chaînes dominantes de ces 10 prochaines années. Eh oui, on a une autre activité.
Non, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Mais le bunker aura quand même un petit edge, forcément. Après, plus sérieusement, je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre nos chaînes. Par exemple, un guest qui vient chez nous, comme je t'ai dit, c'est une discussion sans prise de tête, etc. Et puis après, vous allez faire un truc un peu plus chiadé, aller plus en profondeur dans des sujets. Moi, j'apprécie particulièrement regarder l'émission, par exemple, du jury Génisson qui passe chez vous après nous. Je me régale. Et c'est pas comme si il y avait du doublon. Vous allez plus loin et dans d'autres sujets, quoi. Quand t'es un bitcoiner français, la proposition médiatique, alors t'as Jacques, BTC Touchpoint, qui est plutôt à droite de la bell curve. Vous êtes peut-être un petit peu plus à droite, mais pas autant que lui. Et à gauche, il y a un peu les cousins qui jouent du banjo, du bunker, qui parlent d'alunissage et de terre plate. Et en fait, comme ça, toute chose doit être balancée, et l'auditeur bitcoiner français, il faut que ce soit équilibré. Et nous, la promesse du bitcoin, du bunker qu'on s'était donné au début, c'était d'avoir un rond-point de gilets jaunes avec des boomers un peu complotistes qui grillent des merguez. Quel type de conversation ils auraient? Et c'était un petit peu l'objectif de mettre ça dans la sphère digitale, on va dire. Vous voulez parler à tous les points de QI, en fait. Exactement. Non, figure-toi que non, il y a une partie qu'on évite complètement, c'est que le bunker, tu vois sur la bell curve, c'est la left bell curve qui serre la main à la right bell curve et qui donne pas l'heure au milieu, quoi. Et c'est un peu ça, c'est la réunion des deux. Pas trop envie de se prendre la tête à... Je vois. En post-prod, on pourra mettre la belle curve. Ouais, il faudra la mettre pour que les gens comprennent de quoi on Mais, parle. Et on va situer, en fait, faudra situer là toutes les émissions dont on a parlé. Ça pourrait être rigolo de les Et fixer. on va faire un mème là-dessus, je pense. Ça peut être marrant. Et dans la vie, comment vous appliquez tout ça, vous? Est-ce que vous parlez un peu de votre vie perso déjà? Ou Dans le bunker ou entre nous? Dans le bunker, pas trop. À chaque fois, de toute façon, vous aimez bien garder votre anonymat. Ouais, un petit peu, un minimum. Mais en fait, c'est plus dans la pratique, genre vous parlez, voilà, de garder votre souveraineté, d'avoir des cash flows, genre de choses. Comment aujourd'hui vous mettez ça en place? Comment vous évitez la coercition de l'État? Après, le truc, c'est que GG, déjà de base, il était sur un Bitcoin standard depuis un moment, pour des raisons qui lui appartiennent. Hein. T'avais peut-être besoin de diminuer ta surface d'attaque parce que t'avais 2-3 carabistouilles qui te collaient au cul. C'est vrai. Et moi, ça fait 2 ans que je suis sur un Bitcoin standard. Donc après, il y a ça qui nous rapproche. Et forcément, après, on discute de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous rapproche aussi, et une des thèses qu'on essaye d'avancer, c'est que le Bitcoin, au lieu d'être... c'est une réserve de valeur qui augmente en pouvoir d'achat, ça c'est sûr. Mais c'est aussi une réserve de valeur qui te permet, et un moyen de paiement qui te permet d'être résilient, dans le sens où si tu as 100% de ton épargne en Bitcoin, tu as une surface d'attaque qui est très très limitée. La seule chose que peut faire l'État, c'est te mettre en prison. Et du coup, tout ce qui est amende, obligation de paiement, tu peux t'en abstraire. Et parce qu'en fait, tu n'es pas saisissable. Concrètement, pourquoi les gens payent des impôts en France? Parce que s'ils ne payent pas d'impôts, on leur prend leur maison ou on leur prend leurs actions. Si tu es en Bitcoin, tu peux déjà ce verrou de peur
il est évaporé. T'as un point très important que et les gens ont du mal à comprendre ce truc, donc à chaque fois je refais la même Ouais, image. non, mais c'est super dur à intégrer. C'est que regarde, et je vais te donner un exemple concret. Quand t'as les flics, t'as les gendarmes il y a un camp de gitans qui a hijack et qui vole l'électricité, ils viennent, ils négocient. Ils négocient. Ouais, bien Salut sûr. les gars, il y a pas de surface d'attaque. En grosso modo, Jeff Bezos et José le gitan, tu vois, l'État il vient et il discute, tu vois, il négocie, ouais, comment on fait. Jeff Bezos, c'est pour... C'est ça le but du jeu, c'est de se mettre dans cette position où tu as un peu plus de liberté vis-à-vis de l'État qu'il est obligé de négocier, quoi, s'il te plaît. En fait, tu as deux types de profils. Les mecs comme Drahi, comme Jeff Bezos, qui ont des armées d'avocats fiscalistes et qui arrivent à être souverains dans le fiat system. C'est-à-dire qu'ils ont des sociétés écrans, des trademarks qui sont dans un pays, des entreprises qui sont dans un autre. Et en fait, ces mecs-là, ils sont un petit peu au-dessus des lois d'une certaine manière. Hein. Et le mec qui est à gauche de la belle curve, le gitan, le mec de cité, qui épargne en cash, les gitans en or, en dents en or ou des choses comme ça, et ben en fait ces mecs-là ils ne sont pas saisissables. Et en fait ce ne sont pas les low hanging fruit. C'est-à-dire que les flics quand ils voient ces mecs-là ou les contrôleurs de la RATP quand ils voient ces mecs-là dans le métro, ils ne vont pas les arrêter parce que tu sais quel est le taux de recouvrement par exemple à la SNCF sur les amendes qui sont pas payées sur le moment. Non. 10%. C'est-à-dire que quand un mec de la SNCF donne une amende à un gars, il y a 90% des gens qui ne la payent pas. Pourquoi ? Parce que les blédards, les mecs de cité, les gitans, les mecs qui sont un petit peu souverains ou qui sont à l'étranger, qui ont des comptes offshore, ils ne vont pas la payer cette amende-là. Tu donnes un autre nom, une autre adresse. Exactement. Ça passe très bien. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une prime à la payer direct. Non, mais t'as Bien sûr. une incitation du système lui-même à target Nicolas dans le métro pour le contrôler. Bien sûr. Parce que tu sais qu'il est solvable. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que c'est entendable par la population, genre d'argument? Parce que je veux bien comprendre quand t'es seul ou genre juste avec ta copine, mais imagine tu commences à avoir un gosse, t'es en France et tout, comment tu fais? J'ai des gosses, tu peux encore le mettre à l'école et tout? Non, mais même en si fait, t'as ça, des mères de nous, au-dessus, on conseille pas forcément aux gens de rentrer dans la piraterie et de devenir des parias du système. Ce qu'on veut proposer aux gens, c'est de réfléchir à ces notions-là. Et après, cette notion-là, elle peut s'organiser de manière différente. Elle peut s'utiliser via Bitcoin, elle peut s'utiliser via l'expatriation. Enfin, il y a plein de réseaux et tu vas pas, ça va vraiment s'adapter au profil de la personne. Il y a des gens qui, il y a des gens qui ont une aversion au risque qui est hyper élevée et qui veulent pas rentrer dans cette piraterie 2.0. Mais le fait est que le système nous pousse de plus en plus à prendre des décisions radicales pour se pouvoir faire abstraction de la force de nuisance de l'État, tu vois. On ne dit pas qu'il faut rentrer forcément dans la piraterie et que c'est la seule façon de faire. C'est Bitcoin notamment réintroduit du choix. Et tu vois, contrairement à Stéphane Gers, qu'on salue, qui va demander l'autorisation à faire sécession, à mettre le droit de sécession dans la Constitution, ben en fait tu fais ta petite sécession quotidienne. C'est-à-dire que vu que tu as remis le choix, ben tu peux, j'ai pas envie de payer tel truc parce que ça finance les homosexuels qui apprennent à mon enfant à mettre du rouge à lèvres. Moi j'ai des enfants justement qui vont à l'école. Donc. Tout ça, ça te fait réfléchir. Et il y a plein de gens qui vivent comme des zombies parce qu'on leur a enlevé toute notion de choix. Il faut que les gens se rendent compte qu'on a le consentement, on a le choix, et ça passe notamment par Bitcoin et la diminution de sa surface d'attaque. Mais là et où ça je passe voulais aussi par l'expatriation. Aussi. Mais là où je voulais en venir, c'était plus, est-ce qu'en fait on surestime pas vraiment les conséquences qu'il peut y avoir, comme tu le disais, genre qu'au final, tu peux pas payer, il se passe pas grand-chose. Et mais en fait, il y a que les Nicolas qui se préoccupent de ces choses-là. Les 90% des gens qui se prennent des amendes dans la SNCF, ils ne se les posent même pas ces questions-là. Le Nicolas, lui, il a des choses à perdre. Et pourtant, ces mecs-là vont toucher des choses de l'État. Bien sûr, 100%. Et le Nicolas, lui, en fait, il est dans un système où, depuis son enfance, il respecte ce qu'on lui dit de faire. Il a fait son bac plus 5, il a trouvé son CDI, il paye ses impôts, il baisse la tête et il fait ce qu'on lui dit de faire. D'ailleurs, j'avais compris ce truc-là. Il n'y avait pas encore de mémé de Nicolas, tous ces trucs-là. J'ai compris ce truc-là. Une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, mais je me suis fait contrôler en bagnole. J'avais bu. Il y avait une autre bagnole qui s'est fait arrêter en même temps que moi. Ils étaient 4, ils fumaient des joints dans la voiture et tout. Et les gendarmes les ont laissés immédiatement se casser. Et moi, ils m'ont dit, tu fais quoi dans la vie? Je me suis dit, ouais, c'est cool. Je vais dire que je suis cadre, que j'ai des salariés qui m'attendent demain matin. Ça va bien se passer, tu vois. C'est bonne image. Que nenni, ils se sont dit, il est solvable. Ah, moi, ils m'ont allumé. Mais c'est comme ça tout le temps pour tout. Et pour revenir sur notre ami Stéphane, qui est
un anarchiste de droite. Je pense que, à un moment donné, il y a deux types il y a deux philosophies qui s'opposent. C'est soit tu vas essayer d'utiliser les outils qui te rendent souverain et de les appliquer à toi. Tu vas te changer toi-même et tu vas essayer de faire des changements dans tes actions. Soit tu vas attendre ou pousser au changement de la société, que ce soit en passant par la politique ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est soit tu es dans l'attente, soit tu es dans l'action. Et en fait, je pense que concrètement, c'est en se changeant soi-même que l'on changera la société. Il faut que chacun se change soi-même et on changera la société, pas qu'on se dise je ne bouge pas ce que je fais et j'essaye de me battre pour changer l'avenir du monde. Est-ce que tu penses que les mecs les anarchistes comme ça de droite, au final, en reprenant, ils utilisent un peu les mêmes armes que l'adversaire, quoi. Ils essaient de changer le système pour changer leur vie au lieu de se changer eux-mêmes. C'est ça. Les anarchistes de droite, c'est cool, c'est une très belle idéologie. C'est une très belle utopie. Il faut tendre à ça. Après, je pense que tout le monde n'est pas un puritain dans cette idéologie. Et il y a des gens qui sont, mais il y en a beaucoup qui viennent te voir. Moi, je pense que globalement, n'importe quelle option qui réduit la taille de l'État aujourd'hui est bonne à prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas faire le test de pureté et de dire ah non, mais ce mec-là. Il veut une notion où il y a un État qui est un petit peu plus libéraux, mais c'est pas bon. Et en fait, ça n'avance pas, tu vois. Ouais, en gros, ce que pour vous, il vaut mieux un mec qui paye pas de taxes foncières et pas de TVA, mais qui se revendique minarchiste, qu'un anarcap qui paye ses taxes. Ouais. Ouais, c'est un petit peu caricatural, mais je dirais plutôt que tu vois, t'as le choix entre être Stéphane Gers et demander s'il te plaît, tu peux mettre dans la Constitution que j'ai le droit de faire sécession, ou t'as le choix d'être Ronaldinho, qui a un patrimoine qui n'est pas à son nom et qui est poursuivi dans plusieurs juridictions et mec il a rien sur le papier, il est en claquette sur la plage et en fait il a des îles à lui. Et ça c'est un anarchiste, c'est un anarcap mais qui ne le revendique pas. Mais d'ailleurs c'est très intéressant de calculer la différence de parcours entre Stéphane Gers et Ulrich Génisson. Moi je pense que Ulrich Génisson lui il a plus ou moins un petit peu appliqué les préceptes en cap, il est parti aux États-Unis, il a fait du fric. Maintenant, il est bronzé, il mange bien, puis je pense qu'il est beaucoup plus libre dans sa vie du quotidien que son acolyte d'avant qui est francophone. accurate, c'est-à-dire que lui, il s'est pas dit je vais faire des livres et demander l'autorisation de changer le monde pour les autres. Il s'est dit qu'est-ce que je peux faire moi pour moi et je change le monde par la poursuite de ce que je fais pour moi, tu vois, l'entrepreneuriat, tous les trucs comme ça. Pour moi, si t'as des idées, c'est bien. Si tu peux en plus les appliquer au quotidien pour toi et pour améliorer ta vie, c'est la façon de faire. C'est comme ça que tu changes le monde. C'est pas en fait en essayant de faire un truc collectiviste quelque part. Ouais. Bon, après, il a quand même. Je vais pas dire qu'il fait que de la merde, mais. Non, mais il y a comme la maison d'édition, les livres. Non, mais il est quand même proactif. Mais c'est vrai ce que fait Stéphane, c'est très bien. Nous, j'adore ce qu'il fait Stéphane. On répond à son point parce qu'il dit que Bitcoin n'a pas de valeur. Ouais. S'il n'était pas parti sur ce terrain-là, nous, on n'aurait pas parlé de lui parce que ce qu'il fait, c'est bien. L'Ancapi, c'est top, c'est une très belle utopie, il faut tendre vers ça. Mais qui disent que Bitcoin n'a pas de valeur alors que Bitcoin, c'est typiquement l'outil ultime pour être plus souverain et pouvoir se passer de l'État, c'est un peu paradoxal, je trouve. Ouais. Mais en fait, non, c'est des guéguerres de sémantique et de théorie monétaire ou je sais pas trop quoi, alors que là, on parle juste de pragmatisme. Ça te permet de faire micro-sécession au quotidien. Il n'y a pas de discussion. C'est ça la value, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et Après, nous, on ne promeut pas l'évasion fiscale. Hein. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est si vous pouvez partir, expatriez-vous, créez des sociétés à l'étranger, utilisez Bitcoin et faites du commerce avec. Ouais. Non, mais c'est un point qu'on rejoint. Et vous avez aussi, je crois, parce que là, on a parlé des idées qui vous plaisent, mais je crois qu'il y a des idées qui vous plaisent moins aussi. J'ai cru comprendre que vous aviez un problème avec les gauchistes et les socialistes, de manière générale, ou pas trop. Non, comment vous appréhendez toutes ces idées ? En vrai, pas de problème spécifique. Ah ouais ? Parce que Ouais. quand tu diminues ta surface d'attaque et toutes tes interactions avec le système, on va dire en général, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, quelque part. Sauf quand on essaie de t'imposer des trucs, typiquement, je sais pas, moi, quand tu regardes l'inflation sur les vaccins pour les gosses et tout, moi, ça me fait chier, t'es obligé de participer à ce truc-là, tu vois. Ouais. En gros, rien à foutre des gauchistes, sauf, et c'est leur grande force, quand ils commencent à imposer des trucs et que ça impacte ta qualité de vie.
Ok. Et c'est leur grande spécialité. Donc ça fait chier. Mais à part ça, ils peuvent aller faire du djembé. Ça me dérange pas beaucoup. Chacun peut avoir l'idéologie Enfin, en fait, je pense que quand t'es Nicolas et que tu finances ces gens-là, tu as le seum, mais si tu essayes de construire ta vie de manière résiliente par rapport à la capacité de nuisance des gauchistes, bah en fait, ça t'en touche, t'en as rien à carrer, Mais quoi. pour vous, il n'y a pas une bataille culturelle à gagner quand même. Ah si, il y a une bataille culturelle à gagner, mais cette bataille culturelle, elle ne se gagnera pas en essayant de taper sur les gauchistes. Ah mais les gars, Les Anglais, ils disent lead by example. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs de droite qui sont dans leur cave et qui habitent dans le garage de leur mère et qui font pas de fric et qui roulent en Clio, ils donnent pas envie aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que si tu veux gagner la bataille culturelle, il faut que toi, tu deviennes la personne qui inspire les générations de demain. c'est pas que les socialistes et les gauchistes en vrai. Hein. Ce type de souci existe dans plein de franges. Tu vois, par exemple, typiquement, il y a des droitards qui sont plutôt identitaires que libéraux, ce genre de trucs et tout. Typiquement, les mecs, ils se battent contre le Léviathan, ça sert à rien, quoi, ce qu'ils font. Ils font que donner plus de pouvoir aux trucs qui les oppressent et ils pensent qu'ils vont changer les choses de l'intérieur et tout. C'est niveau zéro, ça marchera jamais. C'est micro-sécession au quotidien. Vous avez dit que vous étiez assez d'accord aussi qu'il y a un moment où il faut penser à se barrer. Est-ce que vous avez prévu de vous barrer? Ouais, je vois Jack l'interview. Hein. C'est reparti. Ouais, bah moi pour ma part, je veux me barrer. Après, c'est même pas forcément par rapport aux taxes et tout, c'est juste pour le plaisir de trouver d'autres endroits qui sont plus attrayants, où les gens ont déjà plus la banane. Parce que c'est vrai que ça, c'est relou à la fin en France que bah, t'as que des gens Qui tirent la gueule. qui tirent la gueule. Ouais. Puis il manque de la vitamine D à Paris quand même. Hein. Donc le soleil. Puis Ouais, même, puis en général, en France, j'ai l'impression que les gens, je sais pas, ils ont abandonné, ils se disent c'est le vieux continent, Bah, on a abandonné. balade-toi dans un centre-ville de province. J'étais au Mans avant-hier, pardon. Tu te balades, tu vois que des blédards et des boomers. Tu te dis où sont les producteurs de valeur en France? Et là, tu te dis, bah, en fait, c'est vrai, quand tu regardes des contributeurs nets, tu as 11 millions de contributeurs nets et 70 millions de gens qui mangent dessus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, plus les producteurs de valeur se cassent, plus là, c'est un cercle un peu vicieux, tu vois. Ouais. Plus les gauchistes disent il faut taxer les riches, plus les riches se font taxer, plus ils se barrent, plus c'est la merde, plus les gauchistes veulent taxer les riches. Et en fait, c'est un cercle qui se terminera quand les frigos sont vides et que les gens commenceront à bien remettre en question leur paradigme. Leur paradigme. C'est pour ça aussi que nous, on est un peu en mode guerre culturelle et essayer de gagner contre ça. C'est parce que même si on peut vivre de notre côté, il y a un moment où en fait leurs idées se diffusent et après ils justifient en fait ton agression et puis genre tu peux plus vivre dans ton pays, quoi. Et la guerre culturelle, Genre, vous êtes pas à l'aise. La guerre culturelle, vous êtes en train de la gagner, les gars. Quand je vois un média comme le vôtre, qui au départ était très centré sur l'éducation autour de Bitcoin, puis votre évolution en vous intéressant à la liberté, en donnant la parole à plein de monde et tout, le marché le montre. Hein. Là, vous êtes à 10 000 abonnés, les gars. Félicitations. Il y a de plus en plus d'échos. On sent que vous êtes décalé un petit peu plus. Vous parlez un petit peu moins de Bitcoin, mais vous allez déborder sur d'autres sujets qui sont connexes et liés. Et c'est comme ça, en fait, la guerre culturelle, c'est en produisant des trucs. Très honnêtement, je vois pas comment, même si on gagne cette guerre culturelle, la pyramide des âges et la sociologie de la population française fait que, à un moment donné, il va devoir se passer un moment de douleur ou de, je ne sais pas, d'effondrement, parce qu'en fait... Tu crois pas à l'immigration? Pardon? Tu crois pas à l'immigration? L'immigration de qui? Pour résoudre tous les problèmes. Ah bah oui, si. Après, on part sur des sujets un petit peu touchy, mais de toute façon, oui, l'immigration, quoi qu'il arrive, si on garde ce système des retraites, on est obligé de passer par là, parce que de toute façon, les Français ne font pas d'enfants. Alors après, la question à se poser, c'est est-ce que tu peux faire société avec des individus qui ne te ressemblent pas de manière religieuse, ethnique et sur tous ces sujets-là? Je pense que c'est plus difficile de faire société quand la société est multiculturelle et multireligieuse. Ça n'engage que moi, mais donc de ce point de vue-là, je pense que ça va pas non plus améliorer le schmilblick. Ouais, et alors, ça nous pousse sur un autre sujet, ça, c'est que, tu vois, on parle le graphique dont on parlait, où il y a plus que 11 millions de mecs qui produisent plus que ce qui bénéficie dans la société française à l'heure actuelle, là. Et ça me fait extrapoler sur un seul truc.
c'est que cette frange diminue de plus en plus. 11 millions, c'est rien. Cette frange diminue de plus en plus entre les mecs qui se tirent parce qu'ils s'expatrient, parce que l'herbe est plus verte ailleurs, on va dire. Entre les mecs qui, on le sous-estime, mais qui lèvent le pied. Parce qu'ils disent, mais en fait, c'est punitif. Si je bosse plus, c'est punitif, je lève le pied. À la fin, il n'y a plus de production de valeur. Deux choses l'une, je me demande sérieusement quand est-ce que ils vont trouver une excuse pour dire tu n'as plus le droit de voyager à l'extérieur de l'UE ou de la France, sauf motif impérieux pour des raisons de CO2 ou je sais pas quelle connerie qu'ils vont inventer. La seule réalité, c'est qu'il n'y a plus personne pour financer le bousin, quoi. Mais pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la question sur l'immigration, le problème, c'est que si tu veux faire société, il faut qu'il y ait un tronc commun, un tronc de valeurs communes. Ça a longtemps été la religion catholique, la chrétienté. Aujourd'hui, en France, quel est le tronc commun pour faire société avec les gens qui arrivent ? Alors, ça fait 100 ans qu'on nous parle des valeurs de la République. Quelles sont les valeurs de la République ? Est-ce que les valeurs de la République, c'est l'égalité, l'LGBTisme ? Dans ces cas-là, je pense qu'il peut y avoir un clash avec le type de population qui arrive, qui vient de sociétés un petit peu plus traditionnelles. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un projet qui va faire que les gens qui arrivent se disent « Ok, je fais partie de la société France ». De toute façon, ça pareil, c'est un sujet méconnu, mais c'est le fait qu'avant, il y avait un truc qui s'appelait l'assimilation. C'est-à-dire quand il y avait des gens qui voulaient immigrer en France, on les assimilait. C'est un processus et t'en sors des Français, tu vois. On peut critiquer le truc et tout, il n'y a pas de souci. Ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'il y avait des vagues d'immigration polonaise, italienne, etc. Ça devient des Français, les mecs. Ils connaissent plus rien de leur pays, ils sont français, ils ont les mêmes coutumes, les mêmes machins. Et c'est même pas ça, hein. C'est pas pour autant qu'ils renient leurs origines et non, ce qu'ils sont. Je veux dire, ça devient des Français. Et quand tu les croises dans la rue, tu te dis pas c'est à l'étranger. Et le fait est que après, vu le flux, c'était trop compliqué. Ils ont dit non, on va passer à l'intégration. Et l'intégration dans les faits, ça a été quoi ? Ça a été de mettre des politiques HLM pour qu'il y ait des tours qui poussent un peu partout. Les mecs, on les met là. Et on ne fait pas ce travail d'assimilation. C'est venez comme vous êtes, c'est comme McDo. Et à la fin, on se plaint qu'il y ait deux sociétés qui se font face, tu vois. Mais c'est normal, les mecs, ils sont entre gens qui se ressemblent. On leur a pas appris à partager des valeurs communes et je sais pas quoi. Mais ils restent entre eux. Et moi, je suis pas choqué, c'est le projet. Enfin, tout se passe comme prévu. Venons-en. Qu'est-ce qui fait rêver les gens en France aujourd'hui ? Quel est le projet qui va faire que le jeune va avoir un rêve qui va le faire se surpasser ? Il n'y a plus de rêve. Moi, j'en ai identifié deux. C'est l'oisiveté. Alors, pour les Français de souche, le rêve, c'est de créer une start-up subventionnée de vélo électrique à la station F et de ponctionner l'argent public. Pour les gens issus de l'immigration, c'est la criminalité, le rap et l'argent facile. À part ça, je vois pas qu'est-ce qui peut donner de l'espoir aux jeunes Français. T'en oublies un et c'est caricatural, c'est le scénic, le Labrador et le pavillon où tu t'endettes sur 25 ans. C'est ça. Je pense que plus personne rêve de ça. Mais c'est ironique. Ah ouais ? Non, si, je pense qu'il y en a tu encore. penses ? Après, c'est vrai que je regarde autour de moi, il y en a, ils sont dans ce mood. Tu sais, ils s'achètent un appart, ils ont déjà un crédit jusqu'à 60 ans, et puis en avant. C'est un sujet touchy, ça aussi, parce que je déteste l'immobilier. Je trouve que c'est une très mauvaise idée en fait, tu empruntes pour payer le crédit de ceux d'avant. Enfin, il y a un côté, on élève de belle cœur, on va pas faire de théorie économique, tu vois. Mais par contre, avec une précédente invitée là, du bunker, on s'est rendu compte d'un truc, c'est vrai, malheureusement. En France, quand t'es pas entrepreneur et tout, c'est une de tes principales pistes d'accélération pour construire du capital, l'IMO. Non, pour ne pas en perdre. Ouais. Tu peux aussi construire du capital. En fait, concrètement, si tu es Nicolas et que tu es dans le sillon, il faut absolument que tu maximises ta capacité d'endettement. Si tu ne le fais pas, t'es fou. Bah oui. Et ça, il n'y a pas de problème, oui, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut le faire. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que faire de la dette, oui. Le problème, c'est que le bien que tu obtiens avec, c'est quand même un boulet. Hein. C'est que déjà, t'es esclave, parce que la banque, elle prend une hypothèque sur le fait que tu vas travailler. Donc, c'est-à-dire que si t'arrêtes de bosser, tu l'as dans le cul. Et puis surtout, le bien, faut payer une taxe foncière dedans. Si tu vis pas dedans, faut gérer des locataires qui, s'ils payent pas, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont nés... Ils sont protégés par l'État. Mais de fait, si tu as prévu de rester en France et d'être en CDI jusqu'à la fin de tes jours et de rester dans ce chemin consensuel, tu as tout intérêt à le faire, même si c'est casse-couille et que c'est une solution palliative qui va juste te permettre de perdre un peu moins d'argent. C'est le moins pire des choix. Non, mais je suis pas d'accord. Tu peux construire du capital aussi. C'est le principal levier des Français pour construire du capital et tenter
tenter un semblant d'échelle sociale. Alors, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais tu sais, les tenants de commerce, ils vont se verser un salaire minimum qui va leur permettre de faire de la capacité d'endettement. Et tout leur black, ils vont le passer dans les travaux avec les artisans. Hein. Ça, c'est pareil, tu vois. On est en train de tuer un des derniers vecteurs d'échelle sociale, qui est le black. Parce qu'il y a Darmanin qui a dit qu'il voulait supprimer le liquide. Bon, c'est un sujet qu'on aime bien, en plus les bitcoiners, parce que c'est un truc qu'on voit venir depuis longtemps. Mais voilà, il n'y a plus de vrais français. Si tu enlèves le liquide, il n'y a plus de vrais français. Le cash était un vecteur d'ascenseur social. Oui, c'est ça. Ça veut dire que... Enfin, tu pouvais faire les petits boulots au début, tu te démerdes au black, et puis après tu montes au fur et à mesure. Il y a un ruissellement du cash. Moi, je l'avais compris pendant le Covid. Tu sais, quand ils ont interdit de payer en cash pour, soi-disant, les germes ou je ne sais quoi, là. Puis les restaurants, machin. Et en fait, il y avait eu ça pendant le Covid, je m'en souvenais même pas. À Monoprix, moi, je pouvais pas acheter en t'as les cash. mecs, Ah, je me rappelle, ils avaient installé les grosses machines là où tu mettais tes billets, tes pièces et ça rendait la monnaie là. C'est à partir de là que ça a commencé. T'as les mecs qui se versent un salaire minimum sur la boîte, sur le resto. Monsieur, madame, ils ont un resto, je sais pas quoi. Ils vont faire rentrer du blé en cash. Ils vont s'endetter pour avoir une maison. Ils vont payer les artisans après pour les travaux au black. Et on permettre de se construire du capital comme ça. C'est un vecteur d'échelle. Ça, c'est une part non négligeable de l'économie française. Ah, mais Ouais. c'est sans ça, il n'y a plus de vrais français. Et puis sans vouloir faire le casse-couille avec les principes économiques, en vrai c'est un principe tout con, c'est juste pour pallier au SMIC aussi. C'est que les gens, tu peux pas travailler, tu peux pas être embauché parce qu'un CDI ça coûte la peau du cul, parce que tout le monde ne peut pas être payé 14 € de l'heure. Bah tu payes un mec 5 balles de l'heure au black, au final tout le monde est content et voilà. Oui, je me rappelle, vous aviez parlé de ça, c'était quoi? C'était les effets délétères du SMIC. Ouais, le SMIC, tu bloques les prix, donc il y a une pénurie d'emplois, c'est tout. Ouais, mais aussi, il y a des emplois qui n'existeront jamais. Tu les tues dans l'œuf parce que... Et ça, on peut en revenir. revenir au sujet de l'immigration. En vrai, ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, pour le coup, je connais pas mal de gens qui sont issus de l'immigration. Et ils sont employés par des grosses boîtes du CAC 40, sans vouloir citer les Orange et les Canal+. Ils vont employer des immigrés qui arrivent en France, ils leur font pas de contrat de travail, ils les payent au black via des sociétés intermédiaires qui font des trucs. Ouais, c'est sous-traitance et tout, là. Ouais, voilà. Cascade. Ils arrivent, mais ça. Et là, dans ce cas-là, du coup, bah, c'est l'immigré qui la prend dans le cul, parce qu'il a, pour le coup, son contrat de travail, il peut sauter du jour au lendemain, il se fait flinguer, et tout ça, c'est à cause de la même chose. Ouais, non, mais ça, c'est réel. Les grosses boîtes comme ça, elles ont des C'est moyens un de enfer. détourner la loi qui sont incroyables. Moi, l'été dernier, j'ai fait installer la fibre. Le mec, il est venu installer la fibre un 15 août. Il faisait 40 degrés. C'est un mec de 20 ans, 19 ans. Il est arrivé, il a passé toute l'après-midi, il a fait n'importe quoi. Je sais pas d'où il sortait. Il a mis des fils partout chez le voisin. Il a creusé des trous. Résultat, il a travaillé pendant 5-6 heures. La fibre ne marchait pas. Et il m'a dit, je ne vais pas être payé aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est payé que s'il arrive à brancher le truc. Et je crois que même s'il avait réussi à brancher le fil, il aurait été payé 60 balles. Ça, Donc, ce qui est genre 7 balles de l'heure, tu vois. Alors déjà, pour le bien de la chaîne Auto Bitcoin, je vais remettre la balle au centre. C'est pas les grosses boîtes, c'est qu'ils ont des systèmes de sous-traitance. Et après, les sous-traitants sous-traitent et resous-traitent. Enfin, pour moi, le problème, c'est l'État. Pour moi, c'est l'État le problème, c'est pas les boîtes. Ouais. Et tu trouves des parades parce que sinon, en fait, c'est le consommateur qui payera le service plus cher si tu le fais légalement. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce truc. T'es en train de dire qu'il y a plein de services qui fonctionnent encore à peu près et qui fonctionnent que parce qu'il y a une économie souterraine et des mecs au black. Et regarde les Deliveroo. Ouais, c'est vrai. Uber et tout. Ouais. Il y a Karim qui doit venir te livrer un truc. C'est pas Karim qui arrive. Hein. Avec la photo, tu regardes la photo, c'est pas lui. Ouais. Ça va être un autre. C'est de la parce qu'ici, sous-loc. ils font de la sous-location au Ils font de la black, sous-loc, machin. Et il y a des business de fous qui se créent là-dessus parce que je suppose que pour avoir un compte, il faut avoir des papiers, il faut avoir une carte Une d'identité, auto-entreprise. voilà, une auto-entreprise, et que tout le monde peut pas en ouvrir une. Donc derrière, et c'est là où il y a la vraie exploitation derrière, c'est parce que là, il y a un mec, il ouvre un compte et en fait, il sous-loue une carte d'identité ou une auto-entreprise. C'est magnifique. C'est incroyable. Mais au final, t'as baisé tout le monde. T'as l'impression que plus tu fais des règles pour essayer de rationaliser les trucs, plus tu crées des situations ubuesques, ça s'arrête jamais. Et après, ces putains de gauchistes, ils arrivent et ils te disent les trucs des Deliveroo, ils se font exploiter, c'est abusé. Et pourquoi ils se font abuser? Genre, c'est d'une évidence claire et nette. Le problème, c'est pas Deliveroo ou Uber. Juste arrêter de casser les couilles et laisser Après, les ils gens vont te bosser. dire oui, c'est de ta faute parce que tu payes pas assez cher ton produit. Ouais. Oui, il faut ça. Après, que tu payes plus cher. Après, le gauchiste aime bien venir responsabiliser le consommateur. C'est ça. C'est vrai, c'est-à-dire une autre façon de dire vous allez payer plus cher et c'est tout, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que à chaque fois, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais les débats politiques sur ces sujets, l'immigration, etc. Moi, j'ai arrêté. chier, hein. J'ai arrêté, moi. Genre les Marine Le Pen et tout.
Et je comprends qu'il y a un Complètement problème, il y a un problème d'immigration pour certains. Et tu vois, là, je parlais de la frange identitaire, tout ça, moi je comprends. T'as l'impression que tu te fais grand remplacer, grosso modo, tu vois. Mais le problème, il est ailleurs. Tu peux te concentrer que sur ça. Déjà, ça va rien changer. Ce combat, il est perdu d'avance. Si tu fixes pas le problème à la racine, en Mm. fait, tu peux pas demander à l'État qui a créé cette situation de le régler et te concentrer que sur un des symptômes. Ne pas être pour la retraite par capitalisation et être contre l'immigration est une aberration infaisable et irréalisable. Ah, c'est l'un ou l'autre, quoi. Tant qu'on garde notre système des retraites, on est obligé de ramener des petites mains du tiers-monde. Oui, Et puis des aides, de tout. Et puis après, on va relativiser. C'est aussi un grand échec parce que sur l'immigration, tu vois, c'est souvent de la manœuvre peu qualifiée qui parfois ne travaille pas aussi. Et comment tu veux financer les retraites avec ça, quoi. Ouais, bah oui. Et puis surtout qu'au final, je pense que ces gens-là, ce qu'ils ont oublié, c'est le jeu des incentives, c'est tout. C'est que si tu sais que quand tu viens en France, parce qu'en plus, il y a un double discours, c'est qu'il y a, il y a pas mal de docs qui sont sortis là-dessus, sur en gros, qu'est-ce qu'on promet à un Nord-Africain quand il va venir en France, on va lui dire, ouais, faut pas travailler, tu vas avoir la CAF, machin. Donc déjà, ça veut dire qu'il vient pas pour bosser et pas par incentive économique, mais par ponctionnage. Donc ça, déjà, c'est un cas de merde. Et le pire du pire, c'est qu'on lui dit, ouais, tu vas avoir 1 200 € par mois. Mais 1 200 € par mois, quand t'arrives en France, tu fais quoi avec? Ouais, non, mais Tu dors sous un pont. Attends, 1 200 €, t'as rien d'autre. J'ai une amie qui C'est est vite chier. Hein. J'ai une amie géorgienne qui travaille dans une association qui aide à faire venir les Géorgiens en France. Écoute le scam incroyable. En gros, elle a une association où ils aident les Géorgiens à venir en France. La Géorgie, c'est pas dans l'Union européenne. Et l'État géorgien paye les billets d'avion pour que les Géorgiens viennent en France. Ils viennent se faire soigner en France gratuitement et ils repartent. C'est une aberration en fait. Et tant qu'on ne mettra pas des grandes portes avec des douves et de l'huile chaude pour accueillir les gens qui viennent en France, ça ne marchera pas. Mais ce système ne peut pas fonctionner. Si tout est gratuit en France et qu'on laisse rentrer tout le monde, à un moment donné, il y a un problème. C'est des aberrations du socialisme, mais tu vois, quand on parle des incentives, etc., moi, j'en veux pas aux immigrés du tout. Non, moi non plus. Tu sais, même ce flux qui est incessant et grandissant, mais il y a un système qui fonctionne pas et que tu peux exploiter. C'est la nature des choses. Je ferais la même chose. Dans leur situation, je ferais probablement pareil. Moi, Tu peux pas en vouloir à des gens qui exploitent un système qui est pourri. C'est le système qu'il faut remettre en question. Moi, ceux à qui j'en veux le plus, c'est les collabos. C'est les gens qui savent, qui connaissent la situation, qui savent comment ça se passe et qui... Mélenchon, tu vois. Tu sais, Mélenchon, pour moi, il sait ce qui se passe. Tu vois. C'est un jeu d'incitation pareil. Tu vois, t'as des assos qui s'occupent des immigrés ou je sais pas quoi, mais qui sont payés sur les subventions. Ils ont aucun intérêt à régler un problème. En fait, c'est même pire que ça. Il y a toute une frange de la population qui vit sur les subventions et qui n'ont pas intérêt à régler le problème parce que plus le problème persiste, plus ils ont une pérennité de leur poste et de leurs sous. C'est comme le réchauffement climatique. Hein. C'est ça. C'est une belle tangente, le réchauffement climatique, mais il faut se rendre compte qu'en France, tu as une grosse partie, je pense que c'est plus de 50% de la jeunesse, qui pense qu'en 2030, la Terre va exploser. Et qu'on va tous fondre, notre peau va fondre et qu'on va crendo. Okay, donc, quand tu pars du principe que dans 20 ans, il sera impossible de vivre sur Terre, ça légitime toutes sortes d'actions. Tu es dans un nihilisme qui est sans précédent. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, autant que je me laisse mourir, parce que quoi qu'il arrive, je vais mourir. Et ça légitime même regarde, c'était quoi? C'était à Nantes, dans un lycée, là, il y a un mec qui a poignardé un gars. Il était en mode écoterrorisme. Il se dit, vu qu'on va tous crever et que ça va être le génocide globalisé dans 10 ans, si je tue un gars pour essayer d'élever les consciences à la cause, ça passe concrètement si tu as cette croyance-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le projet totalement opposé au nôtre qui est d'essayer de baisser ta préférence temporelle et voilà, de créer des incitations à fonctionner en groupe, à être basé un peu plus sur la confiance, sur créer des systèmes qui sont pérennes. Et eux, en fait, ils te détruisent ça. Et pourquoi t'investirais sur toi-même si dans 10 ans t'es mort ? C'est quand même super pratique le narratif climato-alarmiste. Parce que ça te met dans une bonne logique d'esclave, tu vois. Tu te dis, pourquoi je vais investir, pourquoi je vais construire des trucs et tout, on va tous brûler. Je vais être un bon consommateur. Et tu vas être un consommateur net constamment. Est-ce que t'as dit quoi? High time preference, comme ça. Et en fait,
moi, je le vois que par le prisme comme ça. Ces trucs-là, ils sont poussés. Il n'y a pas de solution. C'est juste pour te mettre dans une logique d'esclave. Surtout que cette logique, en fait, quand tu utilises un peu de bon sens, même si t'es pas un expert sur ces sujets-là, t'as juste à voir que ce qu'on te disait avant était faux. Dans les années 70, on nous disait que la Terre allait devenir un glaçon et qu'on allait tous crever. Dans les années 90, on nous parlait des pluies acides et de la couche d'ozone. El Famoso trou de la couche d'ozone qui aujourd'hui s'est refermé. On nous dit que c'est parce que les gens auraient arrêté d'utiliser des sprays. Au début des années 2000, on nous disait que ça allait être la montée des eaux. Moi, je me souviens encore mes cours d'histoire géo où il y avait des maps et qu'on me disait, par exemple, même John Kerry, qui disait au milieu des années 2000, il disait en 2030 ou en 2020, le Bordeaux sera sous la mer et la Floride sera sous la mer. Et en fait, ils ont été prouvés faux depuis 40 ans, tu vois. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain ? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière ? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Et surtout que pour moi, même au-delà du débat, pour moi, le débat scientifique, j'ai envie de te dire, il est presque anecdotique, parce que quand bien même ce serait vrai, leurs solutions, elles ne servent à rien. Et en fait, eux, en fait, ils préfèrent arrêter de consommer pour que l'eau potentiellement arrête de monter, plutôt que de construire des digues et de se dire, on va s'adapter comme on le fait depuis la nuit des temps. Si tu regardes bien et que tu fais des dénominateurs communs, là, tu sais, tu réduis l'équation, machin et tout, c'est la logique d'esclave vraiment à son paroxysme parce que elle te permet de légitimer le fait que en Europe, par exemple, on a décidé de devenir le tiers-monde. Donc, on a décidé de se couper du pétrole de Poutine, de plus rien produire, etc. Et puis derrière, tu peux vendre aux gens, non mais attendez les gars, la décroissance c'est un super truc pour le réchauffement climatique et pour soigner la planète. Non, ta gueule, on est les seuls à l'appliquer et tu fais gober aux gens que vivre moins bien et repartir au Moyen-Âge, et tu leur fais gober comme quoi ce serait moral. Tu es juste en train de gommer le fait qu'en fait ils font n'importe quoi et ça se passe mal. Et tu crois que volontairement les gens vont avaler la pilule comme ça? C'est exactement comme pendant le Covid où au moment où on était tous enfermés, on commençait à dire mais en fait c'est pas mal comme truc, on va enfin pouvoir régler le problème de réchauffement climatique parce que on arrête d'émettre du CO2, on consomme moins et tout. Ils disaient en fait voilà c'est peut-être une situation de merde, mais en vrai pour le grand projet c'est quand même pas mal. En plus sur ça, il y a eu aucun impact il y a eu aucun impact mesurable là-dessus. Et il y avait des fous furieux comme Jean Covici qui à un moment disait il faudrait faire un confinement par an pour des petites pures. Ah là j'ai dit non mais là ça part en couille. Après bientôt ce sera comme American Nightmare. Tu sais tu fais des nuits où tout le monde peut tuer tout le monde. On est trop nombreux aussi. Parce qu'on est trop. C'est ça. C'est la porte ouverte. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu une loi là qui est passée pour légaliser l'aide à la mort. Ouais, vous en pensez quoi de l'aide à la mort où t'as pas besoin de donner de consentement écrit? En gros, tu dis à un médecin je veux mourir. Il peut te tuer. Alors ça, tu vois, l'avortement, j'ai des takes qui sont un peu plus tranchés. L'aide à la mort, d'après moi, c'est très très difficile de légiférer là-dessus parce que chaque cas est fondamentalement différent. Donc moi, personnellement, je vais me passer de donner mon point de vue là-dessus. Ouais, c'est trop. Ouais, je pense que il y a vraiment des cas qui sont extrêmes et j'ai pas vécu ça dans ma famille pour pouvoir me prononcer sur ce sujet-là, mais est-ce qu'on avait besoin de légiférer? C'est ça la question que je me pose. C'est ça que j'allais dire. Je pense que on dirait qu'ils ont rien d'autre à foutre que de parler de ça à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est comme avoir mis l'avortement dans la Constitution. On n'a pas besoin d'une loi ou de l'État. Ça c'est toujours fait. C'est-à-dire qu'il y a un docteur de famille, des fois il y a des situations, ça c'est toujours fait plus ou moins de manière. Et c'était très bien comme ça. Pourquoi on a besoin de. On n'a pas nécessairement besoin de légiférer surtout. C'est exactement comme l'avortement. Déjà, il y avait une loi qui l'autorisait en France. Là, ils l'ont mis dans la Constitution. Est-ce que ça a changé quelque chose déjà? Ça n'a rien changé. Les femmes avortent de la même façon, etc. Et de toute façon, même légiférer là-dessus,
de manière générale, en fait, ça ne change rien. Tu vois, on revient sur ce que je disais. C'est les gens qui veulent, merde. On revient sur ce que je disais non, mais tout surtout à l'heure. Si c'est interdit par là, elle va se mettre une patate dans le ventre ou aller en Roumanie. Mais c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que tout à l'heure, on se demandait quel est le projet France. Quel est le tronc commun de la France et quelles sont les valeurs de la République? Ce sont ça les valeurs de la République, c'est le droit à l'avortement notamment. Ouais. Et en fait, en haut. Et le problème, c'est quand tu ramènes des gens du tiers-monde qui viennent d'une société un peu plus traditionnelle et que les valeurs de la République française, c'est l'avortement, le LGBTisme et toutes ces conneries-là, il y a clash. Mais après, moi, je trouve que c'est déjà ça. On devrait même pas légiférer sur ces trucs-là. Il faudrait laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais il y a autre chose, c'est que je comprends pas la logique quand tu veux faire de l'économie dirigée comme ils font et compagnie. Par exemple, il a parlé GG de l'effondrement démographique de la reproduction, etc. Bah, si tu gères ton état, enfin si tu fais des règles qui sont cohérentes et tout, tu vois qu'il y a un effondrement démographique, t'es censé durcir un peu plus l'accès à l'avortement pour essayer d'encourager. Après, le problème, c'est que c'est une fuite en avant où ça peut aller très vite. Quand même, pour moi, en plus, c'est traiter plutôt les symptômes que la cause. Et on en parlait, c'était avec Pierre Noisa aussi, et puis on a eu la discussion plusieurs fois, mais pour moi, le problème de reproduction, c'est lié aussi à genre juste un problème d'instabilité genre permanente en France, de climat qui est juste horrible. En fait, les gens, ils veulent pas donner naissance à des individus dans un contexte comme ça. Il faut pas overthink, il faut pas le surréfléchir. Les gens ont pas d'oseille. Ils sortent de l'école trop tard, ils sont nihilistes, ils préfèrent aller boire des coups jusqu'à 35 ans. C'est pour quelle raison? C'est parce qu'il y a un État qui est obèse, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Genre qu'on gagne plus d'argent, qu'on a tout redonné. Il y a de ça, et que, tu sais, on parlait de réchauffement climatique, tout ça, pareil, c'est anxiogène de ouf. Il y a des mecs qui se disent, bah ouais, je veux pas mettre un enfant au monde. Le terme éco-anxieux existe. Je pense que ça, c'est un petit peu le COP par rapport au fait que les gens n'ont plus les moyens d'avoir une femme au foyer. Ouais, je pense que c'est ça. Non plus enfin, il y a aussi. Après, la femme au foyer, je pense que ça va pas vraiment exister, mais. Non, mais quand je dis une femme au foyer, mais je pense qu'ils l'ont diabolisé. Une femme au foyer travaille. T'es négationniste. C'est une femme qui est pas dans le salariat, mais c'est une femme qui travaille voire plus. Tu vois ce que je veux dire? Gros mensonge des féministes. Ça a toujours. Il y a jamais eu de femme qui travaillait pas. La femme au foyer travaillait. Déjà, tu vois, si tu veux reprendre leur jeu, est-ce que tu considères pas que t'occuper des enfants et faire du ménage, c'est du travail, hein? Il y avait pas que ça. Le mec, il était boulanger ou il était boucher. Ben, la gonzesse, elle faisait la compta. Enfin, il y a toujours, les femmes ont toujours travaillé, en fait. Spoiler alert, c'est pas vous qui avez créé le travail de la femme. C'était plutôt sur l'idée qu'un salaire suffisait pour deux. Mais en fait, c'est surtout que la femme, elle travaillait avec le mec et qu'il y avait un salaire pour deux, pour les deux travails, quoi. Ouais, non, mais là, sur ça, c'est vrai que c'est chaud. Je pense que c'est vraiment la première cause. Il y a pas d'oseille, les mecs se voient pas. Éduquer un gosse avec les coûts que ça. Moi, les gars, j'ai des enfants, c'est vrai que ça coûte quelque chose, hein, donc faut. Et puis, c'est aussi la bataille culturelle. On ne vend pas la famille comme un projet épanouissant. On te dit, si tu veux t'épanouir, faut que tu ailles prendre de la MDMA à Bali, tu vois. Mais t'as des politiques, je crois que c'est en je sais plus si c'est en République tchèque ou en Hongrie, t'as des politiques qui te mettent des abattements fiscaux aux femmes qui ont des enfants, non? Pas en Pologne? Peut-être. Ben en fait, ça, tu vois, quand on parle d'économie dirigée et compagnie, ça au moins c'est cohérent. Les mecs ils disent ok, on a un effondrement démographique. Comment je fais des jeux d'incitation? Parce qu'en France, on te dit on a un effondrement démographique. Je crois que Macron a même dit c'est la guerre ou c'est notre combat du réarmement démographique. Le réarmement. Mais d'un côté, on promeut le LGBTisme. Et là, on en vient au stade où la vasectomie. On en vient au stade où je crois que c'est 20 à 25% des zoomers qui se déclarent LGBT. Donc, c'est un poids qui est non négligeable. Et donc ça fait pas avancer le schmilblick, tu vois ce que je veux dire? C'est une fin de civilisation. T'as l'impression que t'as les mecs, ils veulent consommer moins, ils veulent revenir au Moyen-Âge, ils se reproduisent plus, ils sont tous homosexuels, c'est une fin de civilisation. Mais ce que tu disais, en plus, c'est hyper intéressant, le jeu des abattements, parce qu'en vrai, j'aime bien. Le paradigme change complètement. En France, quand t'as un gosse, on te donne de l'argent en plus. Donc l'initiative est dans ce sens. Alors que le truc des abattements fiscaux, on se dit, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, ça n'a rien à voir. Parce que pour avoir un abattement fiscal, il faut produire. Si tu produis pas de richesse, t'as pas d'abattement. Moi, je trouve génial l'idée. Donc au final, en vrai, je suis pas pour, parce que je serais pour qu'il y ait tellement peu de taxes qu'en fait, si t'as un abattement, tu payes plus rien. Ouais, non, mais après. Mais au final, c'est une idée qui est hyper pertinente, parce que ça t'incite à créer de la valeur, et ensuite t'as les abattements. Mais sinon, en fait, tu crèves la dalle. Le jeu d'incitation est super sain, et en gros, le message, c'est quoi? C'est, vas-y, fais des enfants, nous, on va moins te taxer. Et du coup, tu vois, en plus les femmes qui aiment bien le débat, tu sais, je veux pas dépendre d'un homme et tout ça,
elle a l'opportunité de se dire, je vais pouvoir bosser, être taxé et être plus indépendante alors que je suis maman. Enfin bon, je trouve ça toujours très marrant. C'est-à-dire qu'on le voit dans d'autres pays, mais nous, il y a jamais de jeu d'incitation logique par rapport aux soi-disant objectifs qu'on a. Là, ce qu'on est en train de dire, là, pour la moitié des gens, c'est un truc de nazi. Hein. Tu crois? Sûr que oui. Rien que juste de fait de vouloir changer les incitatifs comme ça, je pense qu'une personne sur deux te dit que t'es un énorme Mais c'est des malades, les gens. Les gens sont malades. Les gens sont même pas prêts à entendre ça. Alors le reste, je t'en parle même pas. Mais juste dire, plutôt que de donner de l'argent, on va faire un abattement fiscal, ils vont dire, oui, mais les gens qui peuvent pas travailler et machin. T'as déjà tout le discours. Impossible à entendre. Tu t'imagines être en Afrique et dire les gens qui peuvent pas travailler, ça n'existe pas. En Afrique, le premier employeur, c'est l'entrepreneuriat. Il y a pas de salariat, tu fais tes trucs, tu te démerdes. Et moi, je trouve que ce discours est complètement con, là. C'est vraiment un truc français, dire les gens qui peuvent pas travailler, non, mais si tu peux pas travailler, tu meurs. C'est que les gens aussi pensent que l'État a le monopole de la solidarité. C'est-à-dire qu'ils pensent que sans État, il n'y a pas de solidarité. Or, c'est l'inverse. Tu ne parles pas à ton voisin parce que tu sais que si tu as une maladie, tu vas à l'hôpital, on va te soigner. Si tu as un mec qui rentre chez toi pour te voler, tu vas appeler la police, on va te protéger. Dans un monde où il y a peu ou moins d'État, tu as besoin de créer du lien social et de parler à ton voisin et d'avoir des liens d'interdépendance avec ta famille, parce que sinon, quand tu as une merde, c'est eux qui vont te bail out. Et regarde, aux États-Unis, si tu veux te faire opérer de l'appendicite, ça doit valoir 10-15 000 euros, tu vois. Et t'as genre 20% de la population qui a pas trop de couverture familiale, de couverture sociale, pardon, de mutuelle ou de choses comme ça. Après, Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un mec qui doit se faire opérer de l'appendicite, ils font une fête dans le quartier, ils invitent la famille, les copains et les voisins, et tout le monde donne au pot, et les gens trouvent l'argent pour se faire opérer. Et ça, c'est hyper malsain en France, c'est-à-dire que la solidarité forcée, c'est pas de la solidarité, elle aliène complètement les gens, parce que par exemple, t'as un mec dans ta rue, tu devrais le connaître, tu vois, c'est ton voisin, t'as un mec dans la rue, là, il est en situation grave, etc. Ben aujourd'hui, en France, tu te dis, vas-y, chacun sa merde, parce qu'au pire, il a le RSA, quoi. On ne cède plus, on est complètement déconnecté. Ça a aliéné le lien social naturel. Et puis je pense qu'on a détruit ce que c'était le travail. Je sais pas pour vous, mais nous, depuis qu'on est dans la case entrepreneur, c'est-à-dire t'as plus de CDI et t'as plus de salaire, les gens n'arrivent pas à considérer, par exemple, qu'on bosse. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, pour les gens, je ne travaille pas. Parce que j'ai pas un CDI. Ouais, parce que ça, c'est parce que les et genre, alors que je bosse, tu vois, 60 heures par semaine. Ah, mais tu travailles pas. Ça, c'est le toi, mental ça va, tu d'esclave. travailles pas parce que t'es libre. C'est le mental d'esclave. C'est le mental d'esclave. Tu sais, c'est monomaniaque. Il faut un CDI dans telles conditions. Il faut travailler à la défense, finir à 18h et tout. Si tu fais pas ça, si tu pointes pas, tu bosses pas vraiment, tu vois. Mais je trouve ça fou. Et moi, ça me fait peur. C'est vraiment les rats qui se rattrapent entre eux, tu sais, qui empêchent les autres de sortir. Le panier de crabe. C'est les paniers de Je sais pas si vous, c'est un peu le même cas, parce que vous avez, après, vous êtes, après, vous travaillez tous les deux chez Boule, mais vous avez quand même un mindset. Pas pour GG, moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Tout ce que je fais, Ouais, mais pour les gens autour de toi, est-ce que tu... Moi, je le vois sur le fait que les gens, vu que tu travailles de chez toi, ils pensent que tu ne travailles pas. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est important. Si t'es entrepreneur, mais que tu vas au bureau, les gens, ils pensent que tu travailles, tu vois ce que je veux dire? Si tu travailles... Mais ça, je le vois depuis 10 ans. Hein. T'es chez toi, les gens, ils partent du principe que tu ne travailles pas. Mais bon, ça, c'est... Moi, je vous conseille... Je pense que c'est aussi parce qu'ils projettent la façon dont ils travaillent quand ils sont en télétravail. Ouais. Et je confirme, hein, quand t'es en TT, tu fous pas grand-chose. Moi, mais quand t'es à ton compte, c'est pas les mêmes dynamiques, quoi. Si tu peux... Ah, mais c'est ça, si tu te lèves pas le cul, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Donc, par contre, j'aimais bien ce truc-là, quand t'es entrepreneur et tout, mais non, mais même toi, t'as pas vraiment l'impression de travailler. Tu vois, quelque part. C'est le côté travail, le côté aller au bureau en faisant la gueule et tout. En fait, pour que ce soit considéré comme du travail, il faut que ce soit pénible, j'ai l'impression. Ils ont inversé. C'est que si c'est pas pénible, c'est pas du travail. Et même toi, t'as l'impression que quand tu fais des trucs qui te plaisent, que t'entreprends, t'as l'impression que tu travailles pas. Enfin, et tu vois, par exemple, là, si on me demande ce que je fais, je dis que je bosse. Là, parce que là, je bosse. On va être rémunéré pour ce qu'on est en train de faire. En plus, vous allez partager la caisse, les gars. Mais au final, c'est du travail, tu vois. Mais personne dans le monde, j'allais dire, va reconnaître que c'est du travail. Parce que c'est pas pénible. Ben non, mais c'est que les gens aussi, tant qu'ils n'ont pas fait une chose, ils ne le comprennent pas. Moi, je travaillais avant dans de la production vidéo. Les gens, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Là, t'as 2 lampes, t'as 3 caméras, t'as des fils, une carte son, un ordi, des micros. Enfin, ça, c'est un vrai boulot. T'as de la logistique, faut que t'amènes tout ça, faut que
tu bookes les mecs. Enfin, le travail, il est pas palpable. Et tant que tu l'as pas fait toi-même, c'est un peu comme moi, avant de travailler en restauration, je donnais pas de pourboire. À partir du moment où j'ai commencé à travailler en restauration, depuis, je paye des pourboires. Tant que tu l'as pas vécu toi-même, c'est difficile de le matérialiser. Et nous, il y a plein de choses qu'on rate par rapport à ce que des expériences humaines que d'autres personnes ont, tu vois. Les mecs sont persuadés que si tu vas pas au bureau 9 à 18 avec la boule au ventre et que t'as pas envie d'être là, tu travailles pas. C'est ça le travail pour eux, c'est la définition. Ouais, mais je trouve ça horrible parce que du coup, après, ça aliène tout. En fait. Mais on devrait vendre du rêve aux gens, on devrait leur expliquer que mais en plus c'est le cas. Il a jamais été aussi simple d'entreprendre. Ça suscite de la jalousie, le problème en France. C'est que là, nous, si on s'affiche et qu'on dit ouais, on gagne tant en faisant ça, et t'as une cible sur le dos. Non, mais ce qu'il faut vendre aux gens, c'est que ça n'a jamais été aussi facile d'entreprendre avec Internet, l'IA, tous ces trucs-là. Tu peux te lancer en 2 heures un après-midi, là, tu vois. Et il faut leur vendre, mais ça, c'est dans l'éducation. Non, c'est le contraire. Tu vois, c'est quand tu vas faire un CDI, là, et que tu vas de 6 à 8 au bureau. C'est dommage de faire ça. Le mieux, ce serait de faire que ce que t'aimes et de te faire rémunérer pour ça. Et il faudrait éduquer les gens de cette manière-là. On aurait beaucoup plus de gens qui font ce qu'ils aiment. Et s'ils font ce qu'ils aiment, logiquement, la qualité des biens et services qu'on peut consommer sera beaucoup mieux, quoi. Moi, je pense que le split, il est sur les gens qui se sont déjà confrontés au marché et les gens qui s'y sont jamais confrontés. En fait, quand tu as l'habitude de te confronter au marché, tu comprends que quelle que soit la chose que tu fasses, si tu arrives à être validé par le marché, ça veut dire que tu as fait du boulot d'une certaine manière, tu vois. Et c'était Morgane Trintignant, des Lanternes Rouges, qu'on interviewait pour la chaîne Bull Bitcoin il y a quelques semaines, qui disait quand t'es un salarié, et je trouve que c'est très juste, quand t'es un salarié, tu te fais toujours baiser quoi qu'il arrive. Soit tu produis plus pour ton patron et c'est lui qui prend la diff. Non, c'est soit tu baises ton patron, soit tu te fais baiser par ton patron. Soit tu produis plus et tu rapportes de l'argent à ton patron, soit tu produis moins que ce qui te paye et dans ces cas-là, t'es un parasite pour l'entreprise. Mais quand t'es un entrepreneur, en fait, c'est le marché qui décide et il y a pas d'imbalance, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu ne peux enculer personne et puis tu peux te faire c'est le libre marché qui définit ta valeur, tu vois. Il y a pas de mauvaise balance. Là aussi, tu mets le doigt sur un autre truc. On parlait tout à l'heure de la solidarité forcée et que ça aliène. C'est pareil sur les contrats type salariat ou le marché de l'IMO en location. Hein. C'est de la merde en fait. Avec toutes ces règles de protection du salarié, ça crée une aliénation. Il n'y a plus de vraie relation entre le patron et le salarié. Et les deux sont dans une situation où ils se disent comment je nique l'autre, tu vois. Parce qu'il y a cette barrière qui a été créée avec les lois de protection du salarié. On a créé des avocats spécialisés pour ça. Normalement, tu prends des risques et tu le rémunères et il en prend aussi parce qu'il va bosser avec toi, etc. Il y a une relation qui est saine. Là, avec tout ce cadre-là, quand c'est dur d'embaucher, quand c'est dur de virer et compagnie, t'es dans une situation où le patron il se dit comment je peux niquer mes salariés et t'as les salariés qui disent comment je peux niquer mon patron. Ouais, et puis il y a des métiers qui émergent. J'ai un ami qui fait ça, que je salue, qui est avocat dans le droit du travail, tu vois, et qui est tantôt du côté du salarié, tantôt du côté de l'entreprise. En fait, sa vie, et tu vois, j'ai envie de dire, aujourd'hui que ce métier il existe, c'est normal parce que en fait, on a créé les conditions pour qu'un métier pareil émerge. Donc, fais-le, tu vois, profite justement de ce qu'on disait. Mais au final, son métier, c'est de voir les salariés et de leur dire essaye de baiser, on va trouver un moyen de baiser ton entreprise. Et après, c'est d'aller voir les entreprises. Ouais, faut ton salarié, tu l'as maltraité, on va trouver un moyen de le baiser. Et c'est ça en permanence, mais c'est horrible. C'est-à-dire que tu te retrouves que dans des situations où c'est des coups de pute dans un sens, des coups de pute dans l'autre, où tu essayes de choper des espèces de failles juridiques et des problèmes qu'on a créés, alors que c'est le statut du CDI aussi est une exception dans le monde entier. Hein. Le statut de CDI n'existe nulle part. Quand tu es un salarié en Angleterre, tu peux te faire virer du jour au lendemain sans aucune raison. Mais c'est trop bien. Et donc, si tu arrêtes de produire de la valeur, tu te fais virer. En France, on est dans des espèces de... T'imagines le statut de fonctionnaire ? Attends. Tu es à vie, tu es salarié sans aucune contrepartie. Quand tu es fonctionnaire, pour se faire virer, il faut que tu arrives au bureau la bite à l'air. Sinon, c'est impossible de se faire virer. Même pas, ils vont te mettre à la maison en pause psychologique. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Hein. Ouais. Et par contre, ce que tu as dit là, c'est un truc que les Français ne conçoivent pas. Tu pars en Angleterre, tu sais combien de temps tu mets à trouver ton premier boulot ? Je te mens pas, 20 minutes. Ouais. Tu sors de chez toi, tu mets un pantalon noir et des chaussures noires, tu vas dans les restos, là, en 20 minutes, tu trouves ton premier job. Et c'est pourquoi ? Parce que c'est hyper simple d'embaucher, pas de démarche de fou furieux. Et c'est aussi très simple de te virer. Donc si tu fais pas l'affaire, tu dégages. Et les gens comprennent pas que c'est un miroir, en fait. Que si on vire facilement, on peut embaucher facilement. Mais du coup, le marché du travail, il est hyper fluide. C'est facile de trouver du job, grosso modo.
Et j'ai remarqué que c'était exactement le même sujet avec l'immobilier de location. Ouais, bien sûr. Tu loues un appart à Londres en 20 minutes, c'est pareil. Tu vas sur Gumtree, tu trouves le mec qui dit t'as du cash, ouais, tu lui poses son premier loyer, il est content et c'est terminé. Et tu trouves un appart en 20 minutes. En France, c'est c'est un marathon, c'est une galère. Par exemple, nous, on peut pas trouver d'appart. Ben On est ouais. pas en CDI. Les gars, Tu fais comment à partir. Non, moi je trouve que l'appart, il faut se sortir les doigts du cul, faut utiliser Photoshop et Illustrator, Ouais, faut prendre des PDF et faut changer les chiffres qu'il y a sur les Alors, papiers et c'est très très simple. Et ça, c'est un problème parce qu'en France, le système t'incite tellement à le faire que tout le monde fraude surtout. Par exemple, les fausses fiches de paye, c'est tout le monde. Tout le monde fait ça. Ouais, je suis le seul con, en fait, alors. Bah oui. Et alors, pour la petite histoire, il y a... En fait, en France, si tu ne judges pas ces trucs-là, t'es le dindon de la farce, quoi. C'est ça. Il y a 3 ans, il y a 3 ans, 4 ans, quand je suis revenu en France, j'avais un gros salaire. Et je trouvais pas d'appart parce que c'était élevé. Les mecs, ils devaient se dire c'est du fake ou je sais pas quoi. J'ai même eu une agence qui m'a dit mais pourquoi vous prenez pas une maison avec jardin avec votre salaire? Parce que je voulais un T2, tu vois. Je fais un peu ce que je veux de mon argent ou pas? C'est malade ces gens. Et t'as quoi, t'as Photoshop pour baisser ton salaire? Non, au final, j'ai pas réussi à trouver d'appart par les voies classiques. J'ai un collègue qui m'a loué un appart qu'il avait dans son parc immo, quoi. Ok. Ah, c'est marrant, Mais ça. anecdote très très marrante, c'est-à-dire on est dans des situations ubuesques, tu sais, il y a rien qui marche, il y a rien qui fonctionne. Aucun sens. Et quand on te dise mais avec votre salaire, mais pourquoi vous prenez pas plus gros? Nique ta mère. C'est malade les gens. Tu voulais dire un truc tout à l'heure sur ce que je disais? Ouais, non, l'histoire des avocats, j'étais pas trop d'accord. Je pense que l'État et la législation qui a été créée, ça crée des situations tout pourries. Donc Ouais. tu défends des choses qui n'ont pas de sens, mais en général, tu auras toujours besoin d'avocats pour défendre moi, des vrais contrats. Les en fait. avocats, ils doivent En fait, pour moi, un avocat, c'est au sens anglo-saxon, c'est-à-dire droit des contrats. Il y a un contrat qui a été signé entre les deux, et s'il n'a pas été respecté, il analyse le contrat et il fait en sorte de trouver la D'ailleurs, Le problème, c'est que nous, en France, c'est un contrat tripartite avec l'État. D'ailleurs, c'est vrai que C'est là où eux, ils trouvent. Et le problème, c'est qu'un avocat français, il lit le code civil qui fait 6500 Ouais, pages. c'est ça le problème. Et son truc, c'est de trouver la page c'est où, des- en fait, c'est- il a raison. c'est pratiquement des fonctionnaires parce que tu prends aux États-Unis, tu sais pourquoi ils gagnent aussi bien les avocats? Parce que quand tu es avocat aux États-Unis, c'est des contrats, tu dois remonter sur des précédents, sur des siècles, C'est basé sur sur la les affaires et jurisprudence. compagnie. Et en fait, ça demande un boulot d'archivage, c'est leur boulot, quoi. Mais en France, non. En France, ton boulot, c'est tu regardes les lois. Ouais, tu Tu regardes les le code épluches, civil, et vu qu'elle des change tous les failles, jours, machin. c'est chiant. Ouais, c'est ça. Mais au final, le but, c'est pas d'analyser le contrat entre les deux parties. C'est d'aller voir du côté de l'État qu'est-ce que tu peux faire gagner. C'est ça. Et c'est complètement con. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA en ce moment? Est-ce que vous l'utilisez, vous, déjà? Ouais, moi j'utilise l'IA à fond pour réécrire mes posts, pour créer des thumbnails, pour créer des descriptions, franchement. Après, moi je suis pas au niveau de science là-dessus. Lui, il va code des sites internet, mais non, l'IA c'est un outil. Enfin, en fait, l'IA c'est philosophique. Il y a les gens qui vont se dire ça nous amène dans un futur dystopique, ce qui est probablement vrai. Mais en fait, c'est adapt or die. C'est comme on avait tous un pote qui disait je serai jamais sur Facebook. Moi, ma mère, elle me disait j'aurai jamais un iPhone. Aujourd'hui, elle est toute la journée sur son téléphone. Et en fait, à un moment donné, si tu refuses de l'adopter, tu vas juste être écarté du marché et tu vas devenir un paria. Et en fait, que tu aimes ou que tu aimes pas, tu es obligé de surfer la vague. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, alors, de base, j'étais très sceptique et je voulais pas, parce que moi, j'ai toujours ce biais. C'est quand il y a un nouveau truc, je suis un peu le rageux, je fais, je peux, un peu, c'est à l'ancienne que le mec, il disait, je veux pas Facebook et tout. Et par contre, j'ai changé, c'est-à-dire que maintenant, non, ok, il faut que je teste, parce que tu peux pas stopper le progrès, que t'aimes pas le truc et tout. Le but du jeu, ça va être comment tu vas pouvoir l'utiliser pour que ça te rende service à toi. T'es pas obligé de coder des sites et tout, si c'est pas ton machin. Mais comment tu vas pouvoir l'intégrer pour être compétitif, parce qu'il y a tout le monde qui va le faire à part toi, sinon. Ouais, mais surtout si tu as un domaine d'expertise, faut être au courant de où est-ce que ça peut avoir des impacts, tu vois. Mais là, si tu prend pas conscience de là où tu peux te faire remplacer, faudra pas chialer quand ça t'arrive, tu vois. Il y a plus de limite avec l'IA, c'est-à-dire que tout le monde peut entreprendre. En 2 heures, tu fais un benchmark sur une idée, c'est parti. Et en fait, il a jamais été aussi simple d'entreprendre avec l'IA là. C'est ce qu'on fait. C'est ça, mais c'est ce que vous faites, mais c'est ce que moi je pense que on en a parlé tout à l'heure. Je pense que tout le monde devrait faire ça, même un salarié qui fait 9h 18h là. Il rentre à 19h
et il se vibe code un truc, il essaie de s'extirper de sa situation et de faire quelque chose de mieux. Pour te donner un exemple, c'est exactement ce qu'on a fait. On avait un taf, on a commencé à faire ça le soir, puis un jour on s'est dit nique sa mère. Voilà. Imagine le gain de productivité de l'IA. Si toi, tu es un entrepreneur qui décide de ne pas utiliser l'IA, tu vas être complètement atomisé dans le marché. Regarde, à l'époque, quel est le prix pour faire un Marvel ? Un Marvel, ça vaut quoi ? 100 millions, 200 millions. Aujourd'hui, tu peux faire ça avec 2000 balles de crédit sur une IA qui te fait des vidéos. Et tu as un rendu qui est pas très loin. Je pense que d'ici 2-3 ans, tu pourras vibe coder un Marvel. Donc là, tu passes à un truc où il te faut des années d'expérience, des teams de milliers de personnes et des budgets qui sont proches du milliard. Et là, tu passes à 2000 balles. Donc le gain de productivité, il est tellement fou que c'est à peine concevable. Et en fait, si tu n'utilises pas l'IA, tu seras clochard dans moins de 5 ans. Alors, spoiler alerte, c'est comme dans le sport. Vous savez que dans le sport professionnel, il n'existe pas un sport professionnel où il n'y a pas de dopage. Ça n'existe pas pour une règle simple et une théorie des jeux. C'est pourquoi tu te mettrais sur handicap quand tous les autres vont le faire. C'est simple, ça n'existe pas un sport où il n'y a pas de dopage. C'est normal. Et ça va être la même chose avec l'entrepreneuriat. Même, je te dis n'importe quoi, ça va prendre du temps de pénétration, mais même un boulanger, tu vois, dans ses process, s'il peut faire des livraisons de pain avec un site vibe codé, etc. Il y a des gens qui vont pas le faire. Et il y a une multitude de gens qui vont le faire. On va avoir des meilleurs services et moins chers grâce à ça. Et puis le reste se fera wash. Mais c'est quand même dommage, je pense. L'IA, il y a plein de mauvais côtés. Donc il y a le côté, moi, que j'aime pas. C'est des LLM, c'est des trucs qui sont entraînés sur de l'information qui est sur Internet, mais de l'information qui est très sélectionnée. On appelle ça le fencing, un peu, et choisit un petit peu la réalité. Quand on est purement dans le technique, oui, par exemple, et tout, il y a pas ces sujets-là qui sont philosophiques ou moraux. Quand on est dans le technique, ça se pratique. Par exemple, une IA, si tu lui demandes de te générer une image du peintre autrichien, elle va te dire non. Si tu lui demandes de te générer une image de Staline, elle va le faire. Pourtant, quand tu fais le body count des deux, tu vois qu'il y a une disproportion. Donc l'IA est biaisée. Et en fait, on est déjà manipulé par les algorithmes, mais avec l'IA, on va l'être de plus en plus. C'est comme quand tu lui demandes si on est allé sur la Lune, elle n'est pas du tout objective, le truc, quoi. C'est quoi sa réponse ? C'est pas objectif, il va te ressortir la vérité officielle qui a bien été sélectionnée par les moteurs de recherche, qui sont les ancêtres des LLM au final. Parce qu'aujourd'hui, ce biais existait déjà. Plus personne n'utilise Google. Les gens vont en parler directement au LLM. Et en fait, alors la dérive morale, maintenant qu'on a parlé des bons côtés, c'est ça. C'est qu'on arrive de plus en plus dans un truc centralisé où il y a un taux de confiance. Maintenant, tu vas utiliser Grok. Tu fais confiance à Grok pour tes sources d'informations ou tes questions comme ça. Il n'y a plus de t'aspect, je vais rechercher sur plusieurs sources différentes. Ouais, après, est-ce que les gens le faisaient vraiment, ça déjà, j'ai quand même un gros doute. Hein. Alors, les gens le faisaient. T'es arrivé sur Wikipédia. Ouais, mais déjà, t'es arrivé sur la plus grosse à l'époque, page. t'étais sur Google et t'avais quand même 2-3 questions, même si, tu vois, même Google, on l'a vu, l'évolution. À l'époque, tu t'allais sur YouTube et Google, tu tapais World Trade Center Building 7, t'avais des vidéos qui tombaient. Aujourd'hui, si tu tapes World Trade Center Building 7 sur Google ou YouTube, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a les reportages officiels de la BBC. Donc déjà, Google, c'était déjà washed up. Mais là, aujourd'hui, c'est encore plus centralisé parce que l'IA, il te donne juste un résultat. Moi, j'appelle ça le... mais je finis juste. Mais je suis pas trop d'accord parce qu'avec l'IA, tu peux quand même passer par un processus de recherche et qu'elle t'explique la réponse, tu vois. Alors qu'en final, souvent, quand tu tapais sur Google, tu avais aussi des réponses toutes faites, tu vois. En plus, là, récemment, il commençait à faire... il te chope l'article dans lequel il y a ta réponse, il te surligne le truc, t'as juste à le relire et t'es une sorte de teubé qui répond. Ça dépend comment tu poses la question. Avec l'IA, quand même, souvent, naturellement, elle t'explique la réponse. Et si à un moment, ça te paraît pas très logique, tu peux même lui dire, vas-y, t'es sûr de toi à la recherche. Et je trouve qu'il y a plus de tendance à ce qu'à la fin, ta discussion avec l'IA, tu dises, il y a un truc louche, que quand tu recherches sur Google et t'arrives sur le site officiel. Ça dépend comment tu poses la question. J'étais avec ma meuf l'autre jour. Elle me disait, je vais demander à ChatGPT, est-ce que les huiles de graines, les seed oils, sont bons pour la santé ? Et elle se connecte sur ChatGPT et dit, est-ce que les huiles de graines sont bons pour la santé ? Là, ChatGPT lui dit oui, les huiles végétales, c'est bien. Et moi, je lui dis, non, faut pas que tu poses la question comme ça. Faut que tu poses la question à ChatGPT en lui demandant,
quels sont liste tous les procédés industriels qui sont impliqués dans la production de seed oil et cite-moi tous les effets négatifs sur la santé. Et là, tu as 10 points, il te dit nanana, utilisation de solvants, nanana, et te liste toutes les choses. Mais en fait, si tu sais pas poser la bonne question, tu vas te dire ah ouais, c'est bon pour la santé. 99% des gens vont pas Oui, poser la question comme tu l'as fait. Ça, c'est aussi des trucs de logique. Il n'y a pas tout le monde qui sera forcément câblé pour interagir de manière efficace, tu vois, avec l'IA. Par contre, moi, le symptôme qui me dérange avec l'IA morale, c'est j'appelle ça le reality fencing, qui existait déjà à l'époque des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on finit dans une réalité qui est formatée, tout ce qu'on ne veut pas qui soit accessible ou qui existe comme information disparaît, hein, comme tes vidéos, du building machin, et puis on va te mettre une réalité officielle en avant dans les résultats qui remontent. Et alors c'était déjà le cas avec Google, mais avec l'IA là c'est chutzpah là, c'est vrai. Je pense que la meilleure réalité, c'est la réalité de ton expérience de vie et qu'est-ce que tu as vécu dans le monde réel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on me parle d'anarchisme. J'ai pas lu tous les livres de Stéphane Gers, hein, mais je sais que quand il n'y a pas quelqu'un qui décide, quand tu pars en vacances, ça ne fonctionne pas. Ouais. Je me base sur mon expérience de vie. Et je pense que, enfin, il y a certains qui se battent. Il n'y a pas quelqu'un qui décide. Tu veux dire quand tu as un groupe de potes et quand tu as un groupe de potes et que tu pars en vacances, il n'y a pas un leader qui prend le leadership et qui prend un petit peu le monopole de la décision. Et ben en fait, c'est un peu comme les. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de points en commun entre les anarchistes de gauche et les anarchistes de droite. Ouais, mais après, pour moi, c'est quand même une sorte de sophisme, tu vois. Parce que ce qu'on veut dans l'anarchisme de droite, c'est plutôt pas avoir une autorité qui est imposée, mais choisir. Et tu vois, dans ton groupe de potes, au final, chacun choisit c'est qui son leader. Okay. Il y en a un qui se réveille et tu dis bah vas-y, on part là-dessus. Mais dans ces cas-là, ils peuvent déjà le faire. Les ANCAP, ils peuvent partir, ils peuvent s'expatrier. Il peut faire sécession, hein, Stéphane Gers. Il peut partir à l'étranger. Il peut sortir du groupe France et aller chez quelqu'un d'autre. Moi, je trouve même en France, ils peuvent faire, comme vous l'expliquez régulièrement avec Bitcoin, tu fais ton réseau secondaire, tu fais ta citadelle, ça marche très bien. Ce que je trouve marrant avec les libertariens et les ANCAP, c'est que ils veulent se prendre un ranch dans la forêt, couper du bois, et puis tu sais, ils font leur rêve libertarien comme ça. Et en fait, ils sont sur un terrain juste à côté d'un hippie communiste qui fait la même chose que lui. Ils ont juste pas les mêmes mots, tu vois, mais c'est exactement le même rêve à la fin. Tu sais, il y avait... Alors, ça dépend parce qu'à l'échelle individuelle, pourquoi pas, mais à l'échelle d'une société, c'est pas le même rêve quand même. Ouais, je dis pas le contraire, je trouvais ça juste marrant le parallèle. Là, tu sais, t'avais les communautés à l'époque, là, dans les Alpes et tout, là, un peu de punk et de hippie et compagnie. Et t'as le rêve libertarien qui est un peu de faire pareil, sa ferme autonome, machin et tout. Je trouvais ça marrant. Ouais, et d'ailleurs, tu vois que dans les groupes de libertariens américains où le libertarianisme s'est très développé aux États-Unis, ils ont un parti libertarien qui est très connu, Ron Paul, enfin bref. T'as beaucoup de, enfin, les gens ne sont pas forcément considérés comme des droitards. T'as beaucoup de libertariens qui sont hyper LGBT, hyper weed, qui ont des cheveux bleus et en fait là-bas les lignes sont un petit peu, enfin on dit pas que les libertariens forcément sont des mecs de droite. Ah non, mais ça c'est ce que je veux dire. Ça c'est de chez nous, ça je sais pas pourquoi les gens ils associent immédiatement libertarien à extrême droite quoi. Bah en fait parce que les gens captent pas qu'il y a deux axes quoi. Pour eux c'est comprennent pas que les libertariens tu l'as au sens économique. Après d'un point de vue sociétal t'es conservateur ou progressiste. Et le problème, c'est qu'il y a des libertariens progressistes, je pense qu'on ne l'est pas, et il y a des libertariens plus ou moins conservateurs, ceux dans la majorité quand même, je pense, se reconnaissent là-dedans, mais il y a plein de libertariens progressistes. Et t'as Stéphane Gers. Non, mais tu vois, après, j'ai envie de te dire, moi je préfère un parce qu'un libertarien progressiste, au final, il peut même être d'accord quasiment avec un conservateur, parce que, in fine, aucun des deux voudra appliquer la force pour faire passer ses idées. C'est qu'il y en a pas un qui veut imposer une loi pour interdire les cheveux bleus, ni l'un qui veut interdire l'avortement. Moi, j'ai interdit les cheveux bleus. Moi, je suis un dictateur. Cheveux bleus à l'école primaire de mes enfants. Faut mettre les femmes à barbe en prison. Hein. C'est ça. Clairement. Non, mais après, d'ailleurs, vous situez-vous sur quel spectre d'un point de vue là les deux spectres dont je parlais, vous mettriez où vous? Mais moi personnellement, je pense qu'il faut se sauver soi-même. Il faut faire du fric et faire des enfants et se sauver soi-même. Ouais. Et si et en fait ton parti politique et ton idéologie politique sera tes actions. Il faut arrêter de se masturber sur les mots.
t'es ton idéologie politique, c'est ce que tu fais au quotidien. Si t'es d'extrême droite et que tu passes ta journée à te masturber sur Pornhub, bah tu es tes actions concrètement. Il faut arrêter il faut pas dissocier l'idéologie des actions. Moi, Tu es ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment retardé. Ta question. Non, mais c'est que mon opinion, tu vois, mais je trouve ça retardé aujourd'hui de s'intéresser à la politique, tout ça. Et déjà, j'ai autre chose à foutre. J'en ai rien à foutre, en fait. Ça n'a aucune plus-value ni impact dans ma vie. Parce que il y a plein de mecs qui se paluchent, là, ils s'intéressent, l'assemblée, regardent ce qui se passe. Quels sont les impacts que ça a dans ta vie? Alors, il y a un petit potentiel de nuisance quand même de ceux qui font les lois. Mais concrètement, t'as pas d'impact dessus, tu peux pas avoir de... C'est ça, c'est surtout que tu t'as peux pas avoir d'emprise d'impact dessus. Par contre, il y a des trucs sur lesquels tu as une emprise, comme améliorer ta vie, je sais pas, devenir musclé comme Victor, faire de l'oseille, tu vois. Ça, t'as des actions concrètes. Tout le reste, c'est tu te masturbes le cerveau, en fait. Tu n'as pas d'emprise dessus. Vous votez, vous? Non, j'ai voté une fois, je crois que c'était en 2012, j'avais voté Dupont-Aignan. J'ai toujours eu un peu de sympathie pour Nicolas Dupont-Aignan. Il était sympa à l'époque. J'aimais bien aussi à une époque, comment il s'appelle, Philippot. Je trouvais qu'il était sympa, mais non, je vote. Moi, j'ai voté qu'une fois. Moi, je considère, encore, et le relou, je considère qu'on vote à chaque fois que, par exemple, tu payes en cash quelqu'un ou que tu payes en bitcoin. Ou même quand tu payes tout court, d'ailleurs. C'est romantique, ce que je veux dire, mais c'est une vraie action, c'est-à-dire que c'est comme les gens qui votent avec leurs pieds, comme on dit, on se casse, tu vois, quand tu fais ça, tu votes pour moins d'État à chaque fois que tu le fais. Et c'est une action concrète et actionnable, voilà. Tout le reste, c'est peu du pipeau. Donc pas la démocratie. C'est un peu gay. On se torche. Je suis assez d'accord. Non, je sais pas, la démocratie et tout, je pense que c'est un beau pipeau. Je crois que plus personne ne croit au et puis même si la démocratie fonctionnait, les gens qui... Enfin, prends les Émirats Arabes Unis. Les mecs, ils ont un système de gouvernance où ils planifient les choses sur 100 ans. Donc, les États sont des entreprises. T'as une entreprise où tous les 4 ans, le management est changé, en façade, plus ou moins. Et t'as une entreprise où les mecs, ils ont une vision sur 200 et 300 ans. Donc, en fait, tu le vois, ces entreprises-là, elles sont amenées à avoir une vision stratégique qui baise les démocraties où c'est, par exemple, regarde aux États-Unis, c'est Biden, c'est Trump, enfin, tu vois, genre les Chinois en face, mec, ils sont sur un plan sur 400 ans, tu vois. D'ailleurs, plus pour la monarchie ou un système un peu à voir. Moi j'aime bien le. Alors, dans le bunker, on dit souvent. Moi, j'adore Bukele, ouais. Je suis plus team Bukele que Milei, mais j'aime encore plus. Dictateur éclairé, j'aime bien. Monarque de droit divin, c'est sympa. Et j'aime bien aussi le concept des villes-États. Les villes-États et la féodalité, un petit peu. Et où tu puisses choisir un petit peu ta juridiction. Et je pense que de toute façon, n'importe quel système de gouvernance où la gouvernance est le plus proche possible de toi est bien, dans le sens où nous en France maintenant la gouvernance elle est délocalisée en Europe. Si on relocalisait la gouvernance par exemple aux mairies, ce serait déjà ce serait déjà quelque chose de mieux parce que tu as un peu plus de poids sur les décisions. Et puis regarde, si tu es la ville-État, le patron de ta ville-État, même si c'est un dictateur, tu le croises tous les jours dans la rue. Tu vois, l'Union européenne, c'est une black box de technocrates. Ils font des partous à Bruxelles. Tu sais même pas à qui t'adresser. Ils savent même pas eux-mêmes. Je crois qu'il y en a. Personne ne sait. Pas souvent au siège. Personne ne sait quel est le processus de décision pour proposer une loi au Parlement européen. C'est une black box. Ouais. D'ailleurs, c'est souvent des lois pré-remplies par les lobbies. Ils leur donnent, ils ont juste à les signer. Oui, parce qu'ils comprennent même pas les sujets dont ils parlent. En fait, c'est les entreprises privées qui font les lois mieux que. Blague à part, moi j'aime bien ce qu'a dit GG. D'ailleurs, je pense que vous devez tout considérer comme une entreprise dans la vie. Même le couple, même les enfants. Un couple, une maison qui respire la santé, c'est si tu la gères comme une entreprise. Il y a des entrées d'argent, il y a des sorties, il y a une répartition des rôles. Il y a des avantages en nature. Et il y a ça dans notre boîte. Il faut que ça tourne, quoi. Et moi, quand je l'ai compris comme ça, je trouve que tout s'est vachement mieux passé. T'as une répartition des choses qui se fait toute seule. Il faut que ça marche bien. Il faut qu'il y ait du surplus. Il faut créer de l'abondance autour de soi, les amis. Ouais, vous n'êtes pas pour la fin de l'abondance, vous. Oh non.
Bien au contraire, vous inspire il pas. faut, je n'ai pas dit que c'était facile, mais il faut créer les conditions de l'abondance pour soi, pour sa famille en premier. Et si c'est possible, et si c'est pas possible, tu te lèves le cul et tu vas code le soir. Là, tu trouves un truc, mais c'est le but de la vie. Si tu bosses pas pour amener de l'abondance pour toi et embellir ta vie et celle de ta famille, t'as pas compris le but de la vie, quoi. Donc, Sarah Knafo, elle va pas venir nous sauver. Bah, ce qui est marrant avec Sarah Knafo, moi je la trouve brillantissime. Elle est géniale. Si Sarah Knafo était une crypto, j'investirais tout de suite. Elle est très très smart, elle est sharp, elle est bien formée. Ce qui est assez intéressant avec Sarah Knafo, c'est que quel est notre overlord français numéro 1 qui a été l'éminence grise de toutes les présidents, Jacques Attali. Sarah Knafo faisait des cours du soir avec Jacques Attali quand elle était étudiante à Sciences Po. Ouais. C'est assez intéressant de voir mais alors je sais pas d'où elle vient, je sais pas quel est son projet, en tout cas c'est très bien packagé, ça donne envie, mais personnellement j'y crois pas. C'est vrai que dans le doute... Ouais, j'ai pas trop d'avis, mais c'est vrai qu'elle fait des jolis petits discours. Elle est très forte. Hein. Ouais, elle sait nous caresser dans le sens du poil. Et après, GG, c'est de quoi il parle, parce que c'est aussi son boulot, mais c'est packagé. C'est packagé. Il y a un calcul, les formats, tu sais, les trades qu'elle fait, les vidéos, on dirait une influenceuse. Et ça, à mon avis, à mon avis, elle va cartonner sur des élections prochaines, je pense. Il y a aucun leader d'extrême droite dans le monde et en Europe qui n'est pas pro-Israël. Nigel Farage, comme il s'appelle, le néerlandais là, avec les cheveux plaqués en arrière, il a des drapeaux israéliens dans son bureau. Sarah Knafo, elle fait partie de la communauté. Je sais pas, c'est assez marrant ça. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Il y a eu consensus. Il y a une pirouette intéressante, c'était qu'avec l'opposition contrôlée qui est la gauche et LFI, ils ont fait passer que si t'étais de gauche, c'était forcément pro-palestinien. Ouais. Et donc par opposition, parce que tu sais, ils se supportent pas, les mecs un peu d'extrême droite, un peu identitaires et tout, ils se sont rangés instinctivement pro-israéliens, alors que ça pourrait tout à fait exister. Deux mecs qui sont n'importe où sur le spectre et qui sont pro l'un ou pro l'autre. Et non, là, on voit que les gens ont plus du tout de décision, c'est de l'appartenance tribale. Vu que je suis pas un gauchias, il faut que je sois pro-Israël, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. c'est assez marrant, il y a plus du tout de granularité. Les gens se mettent dans des cases comme ça. C'est ça sur tous les sujets, en vrai. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, on plus fait rien qui partage. Ce tribalisme, il est incroyable. Par exemple, j'ai une amie qui est iranienne et elle me disait qu'en Iran... Nous aussi, il y en a un qui est là-bas. Ouais, il y en a un qui est là-bas. Ouais. Et en Iran, c'est assez intéressant parce que en Iran, pour eux, être pro-palestinien, c'est le système. Parce que le régime des mollahs, eux, ils sont pro-Palestine. Et en fait, les Iraniens ont tendance, un petit peu comme les Français auraient tendance à un petit peu être pro-Poutine parce que Macron est contre Poutine. Les Iraniens, il y a une grosse partie de la population qui a tendance à être pro-Israël parce que pour eux, par défiance par rapport au gouvernement. Parce que c'est pas et parfois, en fait, on perd toute rationalité. C'est juste, vu que la personne qui te domine, elle est X, toi, tu vas être Y. Et même pour Bitcoin, si je peux rajouter quelque chose, pour Bitcoin, la population est contre Bitcoin en majorité parce que le gouvernement accepte Bitcoin avec des guillemets. Et donc, ils voient ça comme le gouvernement utilise Bitcoin pour contrer le... Ouais, El Salvador aussi. Hein. C'est marrant, c'est cette indiscipline des gens, toujours vouloir faire le contraire de ce que te dit l'État. Ah, ouais. Oui, ça c'est un très bon point que disait Marius. Au El Salvador, il y a pas mal de gens qui sont... tous les gens qui sont anti-Bukele sont devenus anti-Bitcoin. Alors que concrètement, ils avaient il y avait rien qui les amenait à être anti-Bitcoin, juste le tribalisme de me dire, vu que je suis anti-Bukele et que Bukele est pro-Bitcoin, je vais être anti-Bitcoin. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis aussi, hein, avec Trump qui a commencé à soutenir Bitcoin. Je pense que ça a aussi fait partir beaucoup de monde. Le problème de Trump, c'est qu'il soutient tous les gens à qui il parle. Trump, c'est marrant parce que quand il avait fait au tout début ses déclarations sur Bitcoin, le lendemain, il était chez les aviateurs. Et le lendemain, il a tenu exactement le même discours il était chez les aviateurs ou chez les chrétiens, je sais pas quoi. Et en fait, Trump, si tu le mets face à un aviateur, il va te dire qu'il est pro-avion. Si tu le mets face à un gars des hélicoptères, il va te dire je suis pro-hélicoptère et l'Amérique va devenir la capitale des hélicoptères. Et il est magnifique parce qu'il arrive à donner la soupe à son auditoire. Et concrètement, pour l'instant, sur le Bitcoin aux États-Unis, il a pas fait grand-chose. Hein. Non. Mais par contre, il me régale, Trump. Hein. Ses façons de parler, c'est Let Velker va fond. Tout le monde comprend. Il parle à l'Amérique profonde, là, tu sais, c'est la diagonale du vide de l'Amérique, tu sais. Il utilise des mots simples et tout. Il est universel, le mec. On aime, on n'aime pas. Je trouve que sa manière de communiquer est dénote de, tu sais, nous, c'est tout le contraire.
on va te faire des grandes phrases avec des mots, on comprend rien, mais même eux, ils savent pas ce qu'ils disent, tu vois. Lui, c'est des mecs très simples, tu vois. A, B, C dans la phrase terminée, tout le monde applaudit. Donc j'aime bien ce côté-là qui va dénoter d'un Macron où il va te faire des mots avec plusieurs. Chaque mot sont des multisyllabes. Tu comprends plus rien, quoi. Les trouvailles. Il faut parler en onomatopée. Multisyllabes. Bon, et qu'est-ce qu'on peut... Pas du tout. Non, là, j'étais déconnecté, j'ai mal dormi, Ouais. j'ai même pas On écouté. est un peu en vrac. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? Ouais, faut que tu surveilles ton rétro. Non, je rigole. Surveille ton rétro, on arrive les gars. Non, continuez à... Moi, je pense que globalement, si on peut faire passer ce message, c'est... Les moignons. Les moineaux. Les moignons. N'ayez pas peur de faire du business et de vendre des choses. C'est bien de faire de l'argent et c'est bien de vendre des choses aux gens qui sont autour de toi. Et enlevons cette espèce de goupille qui fait qu'on se dit qu'on a le syndrome de l'imposteur et essayons de faire du fric ensemble. Et comme le dit si bien très souvent Science, devenons un pôle économique et là peut-être qu'on aura du poids sur les décisions des hommes politiques, mais avant ça, je pense pas, quoi. C'est pas que de vendre et de faire du pognon, c'est le dépenser aussi chez. Si vous regardez la chaîne How to Bitcoin, je vous invite à acheter leurs t-shirts ou leurs autres productions si vous les appréciez, si vous en avez besoin et que ça répond à un besoin. Mais avant tout, allez consommer chez des mecs qui vous ressemblent ou qui défendent vos idées. C'est comme ça qu'on se constitue un pôle économique et qu'on pèse quelque chose et qu'on fait avancer le monde. C'est pas en demandant l'autorisation de mettre la sécession dans la Constitution. L'argent, il ruisselle. Regarde au Texas. Ils ont commencé à avoir des hommes politiques pro-Bitcoin le jour où tu as des mineurs qui sont arrivés et qui ont employé des gens. Cet argent-là, et qu'il y a eu des investissements, cet argent-là, il a ruisselé sur les politiciens. Les politiciens, ils travaillent pour la personne qui leur donne du fric et pour la personne qui arrive à avoir des incentives financières sur eux, tu vois. Tant qu'on est pauvre, on peut pas avoir d'impact. On est bien d'accord. On vous le souhaite et on nous le souhaite aussi, alors. Consommer des t-shirts et des formations. Acheter. Et des liens en sites web, description. on développe aussi beaucoup. C'est surtout si ça. vous avez envie d'un si petit on site web, si on gagne de une l'argent, petite c'est page grâce à ça. perso, Je une application. Fais-moi un devis, je regarderai si Grok il me fait moins cher. T'inquiète. Allez, ciao. Merci Allez, les gars. bonne journée. Ciao, ciao.